Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue sur podcast numéro 34. Je suis Guillaume, votre présentateur et chroniqueur pour la chaîne David Fan France. Et aujourd'hui, on se retrouve avec l'équipe complète du podcast, à commencer par Léo. Bonsoir Léo. Bonsoir. Comment tu vas? Bien et vous? Très très bien. Et puis bien sûr, on ne le présente plus, c'est l'habitué du podcast. Oui, bonsoir Louis. Ouais, ça fait du bien de revenir après une semaine d'absence, c'est cool. Et là, je suis chaud pour débattre comme toujours. Ah, tu nous avais pas manqué. Et enfin, celui qui aime secrètement ta gueule, FIFA, mais qui ne l'avouera jamais, j'ai nommé Axel. Bonsoir Axel. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, en tout cas, au sommaire cette semaine, un Mexicain qui prend la porte, un top 500 controversé, un vrai dream match pour WrestleMania et un champion qui prend cher. On a aussi un débat sur les surprises que nous réserve la WWE, un top 5 de nos heel turns favoris, et pour finir, nous répondrons à vos questions que vous nous avez posées sur les réseaux sociaux. On se retrouve à tout de suite. Et donc cette semaine aux news, on en a appris une très bonne, une qui pendait au nez d'un certain Mexicain nommé Alberto Del Rio qui s'est fait virer de la WWE pour la deuxième fois. C'est tombé cette semaine et le Mexicain a donc fini avec la WWE après son deuxième strike, je crois, où il avait été suspendu pour une durée de 30 jours avec sa copine Paige, et donc il en a fini avec la compagnie de Stanford. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé? Je te laisse la parole, Léo. Alors Alberto Del Rio, on sait depuis un moment qu'il est déjà se barré. Enfin, c'était un peu sûr. Vous savez, en gros, qu'il critiquait à mort la WWE parce que on lui avait promis énormément de choses. Genre, ça fait être un Paul Heyman-Kai, apparemment. Une top star. Il allait avoir en gros le titre mondial. Enfin, la vie de rêve, on va dire, pour un catcheur. Sauf qu'en fait, il a absolument rien eu. S'il a quand même battu John Cena clean pour avoir le titre des États-Unis, ce qui est déjà pas mal en soi. Mais après, plus rien. Le mec n'a clairement rien fait. Donc, c'est un peu grave parce que Alberto Del Rio, en soi, j'aime pas beaucoup ce catcheur, mais bon, il a quand même, je trouve, il a quand même du talent. Il peut faire des très bonnes choses dans un ring. Je n'ai pas forcément de souvenirs parce que, ouais, comme je vous le dis, je l'aime pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de catcheurs, n'importe quoi, de fans qui l'aiment. Voilà. Après, on sait qu'il est revenu aussi pour la thune, parce que je sais pas combien il a été payé, mais je pense qu'il a dû avoir un beau chèque. Donc voilà, Alberto Del Rio, hein, il rigole pas avec ça. Après, on sait qu'il a été, à cause, je sais pas, je pense de la drogue ou de l'alcool, il était suspendu pendant une durée de 30 jours. Alors, quand tu critiques la WWE et en plus tu es suspendu, alors je pense que ta carrière, elle est finie. Et c'est lui-même qui a essayé de partir avant la fin de son contrat, si j'ai pas de bêtises. De toute façon, on sait très bien qu'il allait partir parce que lui-même l'a dit qu'il voulait pas re-signer, qu'il en avait marre. En gros, en gros, hein, la WWE se foutait de sa gueule, clairement. Mais je m'inquiète pas pour lui. Je pense que dans le circuit indépendant, il aura un très bon avenir. Je sais pas, il pourra peut-être faire son tour à la Lucha Underground qui va bientôt faire sa 3e saison, ou bien dans les fédérations indépendantes, mais genre bien connues comme la ROH, pas la TNA, ou bien les fédérations mexicaines. Je ne sais pas, mais moi, je m'inquiète pas pour lui. Juste où j'ai peur, mais c'est pas vraiment Del Rio, c'est sa copine Paige, qui est aussi suspendue. Je ne sais pas si c'est à cause de Del Rio qu'elle est suspendue, mais je pense que c'est un peu. Elle s'est fait influencer. J'aimerais pas que Paige s'en aille avant son contrat qui se termine en 2018, si je dis pas de bêtises. Enfin, elle a quand même un contrat qui dure un bon moment. Alberto, je m'en fous qu'il s'en aille. Mais alors, si Paige s'en va plus tôt que prévu, genre 2 ans en avance, ça me fait un peu chier, clairement, parce que j'adore Paige. Je trouve que c'est une très bonne women's. Et depuis, on n'a pas vu beaucoup le WWE, même avant sa suspension. Elle faisait que les live events et peut-être main event ou superstar, je l'ai pas regardé parce qu'on s'en fout, c'est clairement nul. Mais ce serait un peu décevant qu'elle parte aussitôt, genre qu'elle suive son copain parce qu'elle a l'air vachement influençable. Mais voilà, Alberto Del Rio qui s'en va de son plein gré. Personnellement, je m'en fiche. Qu'il ait une meilleure carrière dans le circuit indépendant, et bon. Je trouve que c'est assez compréhensible en soi parce qu'on lui a promis des choses et au final, il n'a rien eu.
Je veux bien passer si ça te dérange pas, Louis, parce que j'ai une petite question à vous poser. Honte à moi, je me suis pas trop renseigné sur cette news et sur Alberto Del Rio, parce que premièrement, ça m'intéresse pas trop. Le Alberto Del Rio, sans vouloir être méchant, c'est pas ma priorité à la WWE. Est-ce que il s'est fait virer? Est-ce qu'il est parti de son plein gré? Parce que vous avez l'air de dire des choses différentes, alors je sais pas trop. Euh, Moi, il je vous aurait, dis, il aurait quitté la WWE. Ah oui, il est parti lui-même. moi j'ai Il quitte, lu, enfin j'ai cru lire que c'était la fin de son contrat, donc c'est encore autre chose. il est parti avant, je Il est crois. parti Parti avant avant, la et fin sa de fin son de contrat? contrat, c'était en novembre, et il a quitté la WWE dans le courant de la semaine, là. D'accord, donc c'est pas un licenciement, c'est une démission. Oui. D'accord, ok. Donc je vais rapidement donner mon avis moi parce que j'ai pas grand chose à dire du coup. Qu'il soit parti de son plein gré, bah c'est tant mieux pour lui, vaut mieux ça plutôt que de se faire virer, hein, pour son image c'est toujours mieux. Après Del Rio, je pense pas qu'il fallait qu'il s'attende à un très grand avenir dans le roster principal. Je pense à un titre mondial par exemple. Je pense que la liste d'attente est longue. Il y a beaucoup plus de prétendants qui sont placés devant lui dans le top card et il ne serait pas prêt d'avoir un titre mondial pour l'instant malgré la division des deux shows. Voilà, je pense que les jeunes ont plus leur place, même si Alberto Del Rio fait également partie des jeunes. Mais voilà, lui, il a déjà eu plusieurs titres mondiaux. Je trouve que déjà, il a un beau palmarès, hein, Alberto Del Rio. C'est déjà pas mal. Il y en a qui rêvent d'avoir le palmarès qu'il a eu. Fallait pas qu'il s'attende à mieux. Voilà, il a eu un retour. C'est vrai qu'il a eu un retour assez triomphant quand même sur Survivor Series. Battre John Cena pour le titre des États-Unis, c'est pas rien. Et après, dès qu'il a perdu son titre, déjà son règne n'était pas terrible, j'ai trouvé. Moi, je l'ai pas trouvé mémorable. Et après, au fur et à mesure, il s'est effacé de plus en plus, de plus en plus. Et là, il s'est dit, mais en fait, j'ai aucun avenir. Et il a raison. Et en plus, enfin, je ne comprends pas trop Alberto Del Rio. Après, je sais pas si toutes les news sont vraies ou pas. On pourra jamais le vérifier, mais c'est vrai qu'on entend souvent qu'il critique souvent dans les backstage ce qui se passe, etc. Il avait été suspendu pour des actes racistes, je crois, il y a plusieurs mois ou même plusieurs années maintenant, même si cela reste encore à vérifier. Et là, il se fait licencier pour consommation de matière illicite. Donc bon, Il s'est pas fait licencier, hein. il se Il a fait été suspendre, pardon. suspendu. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Autant, désolé. Donc il s'est fait suspendu, ouais. Donc est-ce que c'est vraiment un bon exemple à suivre? Est-ce que c'est une grosse perte pour la fédération? J'en suis pas sûr. Et je suis même pas sûr que. Enfin, s'il serait pas parti de son plein gré, je suis quasi sûr qu'au prochain ménage de printemps, il y serait passé à la trappe. Voilà. D'accord. Mais de toute manière, il voulait pas re-signer. Dans tous les cas, il ferait partie lui-même. Ouais. Donc au final, Et Tu juste veux peut-être pas. Vas-y. rapidement, juste parce que Léo en a parlé, moi aussi ce qui m'embêterait le plus, c'est pas Alberto Del Rio, c'est Paige quoi. Parce que elle est très jeune, elle a pas prouvé grand chose, elle a encore beaucoup de choses à prouver à la WWE, c'est quelqu'un de très talentueuse. Donc voilà, ce qui vraiment me ferait chier, c'est si Paige quitte à cause de Del Rio. Voilà, tu peux parler, désolé Louis. C'est pas grave. Moi, oui, je trouve que là, par contre, moi, je trouve qu'il y a un problème. C'est un véritable problème. Pas parce qu'Alberto Del Rio donne sa démission. Oui, ça reste quand même une valeur sûre. Enfin, ça restait une valeur sûre. Et j'étais très content quand il est revenu. Et je pense qu'au final, honnêtement, je pense pas que c'est vraiment que par hasard qu'il ait pris qu'un an de contrat. Parce que je crois que son contrat était qu'un an. Je pense pas que ça a été fait par hasard de lui-même. Je pense que, je pense qu'Alberto Del Rio connaît maintenant très bien la démarche de la WWE. Il la connaît très bien et je pense je sais pas, mais il devait se douter, oui, voilà, parce que c'est vrai que la WWE propose beaucoup de trucs. Il y a eu le cas avec Ziggler, il y a eu des cas comme ça, et ils ne tiennent pas, ou alors ils mettent très longtemps à faire, et c'est le problème parce qu'ils leur promettent enfin ils leur disent des choses et ils les tiennent pas. Après, moi je travaille pas là-bas, je sais pas vraiment ce qui se passe après, vraiment tout. Mais voilà, moi je trouve ça courageux quand même parce que il me semble, je sais plus si c'était à la WWE, mais c'est pas simple de se dégager d'un contrat. C'est fait exprès, hein, en principe, c'est pour rester le nom du contrat et essayer de démissionner pendant un contrat, c'est pas très simple parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs à faire. Après, je sais pas si c'était avec la WWE que ça faisait ça, mais c'est vrai que c'est pas simple. Mais là, je trouve ça courageux quand même parce que voilà quoi, il se casse et c'est un peu une sorte de CM Punk, mais un peu en moins con parce que CM Punk quand il avait fait ça, il avait fait le con, mais un peu moins con quand même. Mais
voilà quoi, ça reste quand même quelqu'un de très respectable et c'est très dommage. Moi, je suis vraiment déçu qu'il se casse, que ça restait un très bon heel avant qu'il soit arrivé cette année, parce que cette année, ça a été un véritable massacre. Pas quand il était champion des États-Unis, mais après, malheureusement, enfin tout ce qui est délire Ligue des Nations et tout, ça ne l'a pas été un bon point pour lui. Après, moi, j'espère que ça lui ira mieux après, dans une autre fédération, la Lucha Underground, comme le disait Léo, ou voilà, quelque chose du genre. Parce que c'est quand même un catcheur qui a énormément de talent et que, certes, à la WWE, on l'a pas non plus vu exercer. Le dernier match qui a été où il a fait vraiment d'une preuve athlétique assez impressionnante était Money in the Bank. Sinon, voilà, quoi, on le voit pas énormément. C'est dommage, c'est très dommage d'ailleurs. Mais bon, voilà, quoi, c'est le monde du travail et voilà. Mais moi, en tout cas, j'espère que ça ira mieux après Page, ça reste quand même une histoire. Voilà, après Page, excusez-moi, mais c'est vrai qu'elle a été blessée. Alors je sais plus son état actuel. Et en plus, ce que fait la WWE aussi avec elle n'est pas vraiment phénoménal. Elle s'est fait quand même pas mal pisser dessus ces derniers mois, ouais, ces 2 ans derniers, puisque les matchs voilà, elle se faisait pisser dessus par les Bella, elle se faisait pisser dessus euh, par euh, par son heel turn d'ailleurs qui a totalement disparu du jour au lendemain, on comprend pas pourquoi. Enfin voilà quoi, elle a vraiment eu le gimmick le plus controversé. Mais en tout cas, les deux parties de WWE et Del Rio auraient trouvé un compromis pour laisser Del Rio partir. Donc peut-être que AEW, je sais pas s'ils ont pu négocier, mais ils auraient trouvé un compromis pour les deux. Pour ce qui est de Page, je pense que surtout ce qu'il a encouragé, c'est que ils sont pas dans le même show. Page était à Raw, Del Rio était à SmackDown. Et pour ce qui est de Del Rio lui-même, je suis un peu déçu parce que je sais que Del Rio est un bon catcheur et qu'ils auraient pu au long terme faire un bon usage de lui. Enfin, je l'espère du moins parce que il a vraiment il pouvait aller dans le main event et facilement pouvoir combattre pour le titre. Et Et il peut faire un très bon champion, c'est ça, il le fait, il l'a prouvé. Mais voilà. ouais. Et donc ça aurait pu être un bon main eventer, mais bon, tant pis. Il retournera faire le catch qu'il aime à la AAA ou la Lucha Underground. En attendant, on va passer à la news suivante, qui est une news un peu surprenante. C'est tombé hier, je crois, ou avant-hier. Enfin, pour nous, donc on tourne ça le vendredi pour savoir un peu tout ce qui se passe backstage. En tout cas, Roman Reigns a été nommé numéro 1 du top 500 des meilleurs catcheurs du monde selon le Pro Wrestling Illustrated. Donc, petit cours d'histoire, le Pro Wrestling Illustrated fait depuis maintenant 29 ans le top 50, le top 500, excusez-moi, des meilleurs catcheurs au monde. Donc, il y a eu des noms comme Daniel Bryan, Jay Styles, CM Punk, John Cena, oui, même John Cena. Et donc, cette année, le résultat est tombé et Roman Reigns est numéro 1 de ce classement avec des noms comme Finn Balor et Jay Styles, Kevin Owens, Seth Rollins, Shinsuke Nakamura, Dean Ambrose, John Cena. Et de tous ces noms-là, il est le premier. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez, ce qu'il mérite, ce que pour vous, pourquoi il le mérite ou pas, et puis peut-être faire une petite, ce que vous avez pensé de Roman Reigns l'année passée. Vas-y, Louis. Ça reste quand même vraiment bizarre. Les États-Unis sont quand même un pays très bizarre. Alors, je sais pas, mais leur façon de voter sont quand même très bizarres. Parce que être élu quand même premier sur un top 500, un mec qui se drogue, enfin qui s'est drogué, qui a été surpris, qui s'est dopé, enfin bref, voilà, vous m'avez C'est compris. pas un Et vote. Ouais, c'est pas un vote, hein, c'est ce que j'allais c'est dire. C'est pas un comment vote. C'est C'est ça se l'équipe de passe? journalistes hein, qui choisissent. voilà. Hein. Eh ben, oui, bah ça se voit qu'en fait, ça reste quand même des gens assez lambda, hein. Ça, on le remarque direct. Et je trouve Euh, que c'est. non, parce que les autres Bah, années, ils sont assez objectifs quand même. Hein. Il faut l'avouer que d'habitude, enfin, il y a L'année quand même dernière, par des exemple, années c'était où, Seth Rollins qui était pour moi. voilà. ouais, mais c'est Rollins. Rollins, c'est pas pareil. Mais enfin bref, ça reste quand même. On voit quand même déjà le niveau quand on met Roman Reigns, quoi. Je comprends pas parce que Roman Reigns a fait des progrès, il nous a montré que ses performances et de quoi il était capable à se mettre en sport, quoi, à vraiment faire quelque chose. Et il a fait des très bons matchs à Payback, à Money in the Bank, à Battleground, enfin voilà, à Extreme Rules, enfin bref. Il a vraiment évolué et certes, mais c'est pas voilà quoi.
lui, un top 1, c'est quand même vraiment, vraiment bizarre. J'ai vraiment du mal à comprendre. Et puis beaucoup de monde sont d'accord avec moi, hein. Ça, c'est quand même très bizarre. Même si c'est un catcheur que je déteste pas plus que ça au final, hein. Je le déteste pas, mais voilà, je suis quand même un peu déçu qu'ils mettent Roman Reigns. C'est très particulier. Après, voilà, je pense que c'est souvent, même s'il reste objectif, c'est souvent axé sur une sorte de phénomène de mode. Et Roman Reigns, c'était le top, le babyface, le top numéro un qui a été choisi. Donc, je pense que ça doit en jouer dessus, mais c'est vrai que ça La reste quand même. controversie aussi. Ils doivent jouer sur la controversie pour vendre le magazine. Le fait de dire que ça soit le numéro un, justement, tout le monde va en parler et ça va faire plus vendre justement leur Ah magazine. bah, ça c'est les journalistes aussi. C'est possible en plus. C'est vrai que t'as raison. C'est vrai qu'ils sont capables. Les journalistes, pour faire un débat, c'est les champions et c'est leur but aussi, c'est leur métier de faire un petit peu résonner tout ça, tout ce qui est le people, voilà et tout ça. C'est leur but en plus. Donc c'est vrai que ça m'étonnerait pas que c'est fait aussi dans ce domaine-là. C'est fait exprès. Ouais. Mais personnellement, je me permets de prendre la parole, je vais défendre Roman Reigns là-dessus. Certes, je suis pas ultra fan du booking qu'il a eu cette dernière année, mais en attendant, quand même, le mec en un an, alors le classement se base du 1er juillet 2015 pardon, au 1er juillet 2016. Dans cette période, le mec a quand même main eventé WrestleMania, a gagné le main event de WrestleMania, a remporté 3 titres, a participé dans le Royal Rumble pendant plus d'une heure, même s'il a dormi la moitié. Il a quand même un sacré palmarès en un an. Mm. Et je peux comprendre. Derrière, après son match à WrestleMania, il a sorti deux énormes matchs avec AJ Styles. Et il a continué après avec la rivalité contre Seth Rollins et Dean Ambrose. Je comprends ce prix, honnêtement. Ça m'étonne parce que je suis pas un grand fan de Roman Reigns et qu'on a l'habitude tellement cracher sur lui globalement. Je vois pas que de la chaîne, mais globalement sur Internet, on a l'habitude aussi de d'en foutre plein la gueule à Roman Reigns. Et c'est vrai que sur ce prix, beaucoup ont été étonnés, mais après réflexion, c'est vrai qu'il a une année monstrueuse pour un catcheur qui a débuté seulement en 2012. Euh, je comprends qu'ils aient donné ce prix à Roman Reigns, en tout cas. Allez-y, prends la parole. J'ai pas tué tout le monde quand même. Oh là Non. là, j'ai défendu Roman Reigns, tout le monde est mort. Ouais, je suis choqué là. Bah vas-y alors. Non, 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 je rigole, hein. En soi, je suis pas. En fait, j'ai du mal à savoir les critères de notation qu'ils ont pour chaque lutteur chaque année. Est-ce qu'ils votent la mise en avant? Est-ce que le catcheur numéro 1 au monde est celui qui est le plus mis en avant durant cette année-là? Ça se vaut, hein. L'année dernière, on avait Rollins, l'année d'avant, Bryan, 2013, Cena, 2012, CM Punk. Donc ça semble vraiment suivre cette logique. On a même eu The Miz en 2011, donc c'est vous dire quand même. Donc je pense qu'en fait, on se dit, ouais, Roman Reigns, meilleur catcheur au monde, ouah, la honte, 2016, quoi, n'importe quoi, il a un in-ring qui est affreux, il a 4 prises, c'est pas possible. Mais en fait, je pense qu'il ne doit vraiment pas juger sur le in-ring. Enfin, en fait, c'est bizarre parce que ça fait ça pour le numéro 1. Mais après, en numéro 3, je vois par exemple Finn Balor, numéro 4, AJ Styles, numéro 6, Kevin Owens. Enfin bref, il y a des trucs qui sont vraiment bizarres. Pour les derniers que je viens de citer, on pourrait croire que le in-ring fait vraiment partie de ce critère de notation. Mais par contre, ouais, pour le numéro 1, Roman Reigns, à part sa mise en avant qui était, comme tu l'as dit, Guillaume, monstrueuse en 2016, il a main event de WrestleMania, il a gagné le main event de WrestleMania, il a fait les main events de pay-per-view suivant WrestleMania. Enfin voilà, donc là c'est indéniable, Roman Reigns a été un des plus, voire le plus mis en avant en 2016. Bien que ça ne fasse pas forcément plaisir à tout le monde, c'est un fait. Donc pour ça, peut-être qu'il mérite cette place numéro 1. Mais encore une fois, il faudrait savoir sur quels critères se pose le Pro Wrestling Illustrated pour réaliser ce classement. Mais Personne. quand je vois, par exemple, je termine juste rapidement, quand je vois Finn Oui. Balor, AJ Styles, Kevin Owens, euh, autant pour moi, mais en 2016, je suis pas sûr que ce soit des lutteurs qui ont été mis très en avant. Donc encore une fois, je doute que ce soit la mise en avant qui soit jugée ici. Donc ça doit vraiment être le in-ring, et si c'est le cas, je ne comprends pas. Là, je suis en désaccord avec toi. Je pense que le ending, Roman Reigns est vraiment prouvé en tant que bon catcher en un an seulement. Il a eu quand même de très bons matchs. Et surtout, cette année 2016, en début 2016, là, il a offert
une série de très bons matchs. Mais pour le reste, que ça soit Finn Balor, Styles, Owens que tu viens de citer pour le in-ring, même s'ils ont un bon in-ring, ils ont quand même eu une très bonne année. Finn Balor a quand même eu le titre. Certes, il l'a perdu en début d'année, mais il venait d'avoir le plus long règne de l'histoire de NXT. C'est Ah oui, quand même, j'ai c'est quand même pas rien. j'ai pas pris la NXT en considération, autant pour moi. AJ Styles, c'est un très très bon catcheur, mais il vient de sortir de la New Japan Pro Wrestling et désolé, je connais pas vraiment son palmarès là-bas, mais ça se trouve, il a peut-être gagné un titre là-bas, mais euh, il a offert quand même de très bons matchs et même Mm. en son arrivée à WWE, en 6 mois, il s'est fait un nom, mais pour la vie à WWE. Sans parler de la défaite de John Cena, le mec est directement parti à WrestleMania contre Chris Jericho et a enchaîné 2 épiques matchs du championnat contre Roman Reigns. Et Kevin Owens, cette année, il a juste été magistral. Qu'il ait touché le titre du bout des doigts, même remporté la semaine dernière, et qu'il a eu 2 règnes de champion intercontinental. C'est pour Kevin Owens, c'est quand même énorme. Surtout qu'en un an, il a fait tous les pay-per-views dans lesquels il a participé. Donc ça base sur le in-ring, mais ça base aussi beaucoup sur le push qu'ils ont eu. Hmm. Bah, moi personnellement, tu vois, j'aurais plus mis AJ Styles que Roman Reigns en première place, par exemple, hein. Pour moi, il n'y a pas photo entre les deux, quoi. Mais bon. Bah, d'ailleurs, je voulais vous demander qui d'autre en première place vous auriez mis en regardant toute cette année 2016, que ce soit au niveau push ou in-ring. Moi, j'aurais mis Styles, je pense vraiment. D'accord. Non, parce que Styles, on l'avait vu que 6 mois, donc je dis que ce serait trop tôt pour Styles. Mais en Même, même temps, c'est classement 2016, donc il y a 6 mois, c'était janvier, donc voilà. ben, si, Guillaume a dit que ça partait du 1er juillet 2015 au 1er juillet 2016. Ah Ah! oui, ça prend, ouais, c'est vrai que ça prend la demi-année aussi, ouais. Donc, C'est moi, bizarre d'ailleurs, mais bon. moi, j'aurais mis Kevin Owens. C'est vrai que j'aurais mis Kevin Owens parce que j'aurais pas mis Roman Reigns. Mais c'est vrai que Roman Reigns, dit comme ça, il y a eu aussi un match à Hell in a Cell que beaucoup de monde a oublié, mais qui reste quand même un match, peut-être un match magnifique, hein, face à Bray Wyatt, qui était, ouais, vraiment, vraiment bon. Sinon, ouais, j'aurais mis Kevin Owens, moi. Ouais. Et donc Léo, Alors, je vais faire très rapide parce que vous avez dit énormément de choses. Je trouve que la première place du podium, déjà, on regarde, c'est que des superstars de la WWE. Ce qui en soi n'est pas vraiment C'est dérangeant parce que voilà. normal. Oui, oui, C'est voilà, la plus tout à grande fait. fédération. Oui, voilà, c'est la plus grande fédération. Mais on voit très bien que le ring n'est pas la priorité, c'est plutôt le podium. Genre, celui qui a la ceinture est fort, enfin, pas forcément numéro un, mais là, c'est un peu le cas de ces dernières années. Parce qu'on va remettre qu'en soi, fait une année 2016 pas mal. Je parle au niveau du podium. Genre, il a perdu son titre au Royal Rumble. Il a regagné à WrestleMania en main event et après, il a fait une suite comment dire. Il a défendu son titre à chaque fois et à chaque fois, il a gagné contre AJ Styles. Je me rappelle où c'était. Personnellement, j'ai pas mal aimé la rivalité. Enfin, les matchs qu'il proposait, quand même pas mal, on va dire. Au début, quand je voyais Roman Reigns, je fais ah, c'est une blague, c'est pas possible. Enfin, j'avais pas la haine, mais je me disais, oh, c'est pas mérité. Mais en y repensant cette année, à part Roman Reigns, qui a dominé la WWE? Clairement, personne. C'est vraiment Roman Reigns qu'on pense 2016 WWE. Direct, c'est Roman Reigns à qui on pense. Donc, je trouve que la première place, c'est mérité. Après, c'est sûr que j'aurais préféré avoir entre guillemets, des jeunes qui arrivent comme AJ Styles ou Kevin Owens. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont rien, enfin, ils n'ont rien compris. C'est un peu dur comme mot. Mais ils n'ont pas été sur le podium. Enfin, Kevin Owens est sur le podium actuellement, mais bon, je pense que le magazine a été fait depuis un petit moment. Enfin, je pense quand les, comment dire, quand le, mais je me perds dans les mots. Quand le magazine en gros a été fait, Kevin Owens n'était pas encore champion, donc du coup, il n'est pas en première place. Peut-être qu'il aurait pu être en première place, mais je pense pas. Ou bien on voit AJ Styles, ça Finn Balor qui est en troisième place. Alors, on va dire qu'il n'a pas fait grand-chose à la WWE en 2016. Je ne compte pas NXT, bien sûr, je parle de roster principal. Il est arrivé, bon, s'il a gagné le titre universel, le premier champion, il a gagné un mois après ses débuts. Ça, c'est abusé d'ailleurs. Voilà, donc en gros, Roman Reigns, numéro un, ça ne me dérange pas. Je trouve ça assez normal, entre guillemets. Donc voilà, en soi, c'est plutôt une bonne chose pour lui, ça c'est sûr. Donc voilà, ça me dérange pas. Après, si je peux intervenir rapidement, enfin,
Ce classement, là on en discute parce que voilà, c'est un truc qui fait un peu polémique sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont pas d'accord avec ce classement, mais en soi, encore une fois, ça veut vraiment pas dire grand-chose, quoi. C'est quelque chose qui s'inscrit dans le palmarès des lutteurs. Enfin, eux, ils prennent ça, enfin, je pense qu'ils prennent ça quand même à cœur. C'est normal. Et encore, c'est pas comptabilisé par la WWE, ils prennent pas ça en considération. Mais faut pas oublier que c'est un classement qui est réalisé par des journalistes. Il peut y avoir des histoires de marketing derrière tout ça, comme l'a dit Guillaume. Donc bref, c'est vraiment pas un classement à prendre au sérieux. C'est pas parce que Roman Reigns s'est classé numéro 1 par ce magazine que c'est le meilleur catcheur au monde en 2016. Non. Donc chacun a le droit d'avoir son opinion. C'est juste un magazine qui réalise ce classement par des journalistes qui sont pas forcément toujours objectifs. Donc à prendre vraiment avec des pincettes. Oui, pour preuve, ils ont quand même mis The Miz numéro 1 en 2011. Ouais, Bon, voilà. Les Bien marques. que ça va pas lancer dans The Miz n'est pas un mauvais lutteur, quoi. Mais bon, je doute qu'il méritait la première place en 2011, quoi. Oui, surtout qu'il était encore très 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 vert à l'époque. Non, Cena mérité. Oh putain. Et donc on va enchaîner avec la news numéro 3. Alors la semaine dernière on a parlé d'un possible match à WrestleMania en mode limite troll. C'était Vin Diesel contre The Rock. Cette semaine on va parler d'un truc qui serait un beaucoup plus plaisant. Ça serait un possible match Seth Rollins contre Triple H à WrestleMania 33. Euh, une news est tombée récemment. C'est entre news et rumeurs. La news en gros dirait que normalement on devait avoir Seth Rollins contre Triple H à WrestleMania l'année dernière, donc à WrestleMania 32, mais qu'ils ont dû changer le programme après la blessure de Seth Rollins. Alors il se pourrait que le programme se fasse cette année pour WrestleMania 33 et en voir par les récents événements à Raw, ça pourrait être fort probable. Donc je voulais connaître vos avis là-dessus et puis on va commencer avec Axel. Alors bah déjà, je suis ravi d'apprendre cette news en direct dans le podcast. Mais j'avais vu ça sur l'affiche avant, mais je dois être honnête et j'ai jamais vu cette news sur les réseaux sociaux. Je pense qu'elle est sortie bah, il y a pas très longtemps après l'Euro, mais j'ai vraiment pas vu du tout cette news. Évidemment, la rivalité, le match Rollins-Triple H, je m'y attendais, évidemment. Mais franchement, moi je l'aurais pas mis à WrestleMania 33, donc je suis assez étonné. Je sais pas ce que disent exactement les news, même si ça reste des rumeurs. Moi j'ai vraiment du mal à croire que ce match aura lieu à WrestleMania 33, ça me paraît quand même assez lointain. C'est un C'est truc vrai. qui est frais là, et Triple H est certes un part-timer, mais c'est pas quelqu'un qui doit obligatoirement catcher une fois par an à WrestleMania et qui peut pas avoir d'autres matchs dans d'autres pay-per-view. Il est quand même encore assez jeune, même s'il commence à prendre un petit peu d'âge quand même. Mais voilà, physiquement il est prêt. Non, moi ce match, je le vois bien à Clash of Champions, je le vois bien continuer à Hell in a Cell. Enfin voilà. Cette Après rivalité je pour pense moi que va c'est continuer dès la semaine prochaine. Enfin, je vois pas pourquoi ça s'arrêterait. Imaginez, là, on a eu cet angle-là à Raw, là, et on n'entend plus parler de ce match avant, admettons, Survivor Series. What the fuck, quoi. On attend la oui, non, suite, là, mais maintenant. c'est comme quasiment tous les rumeurs de WWE, mais je pense que c'est aussi pour ça que ils s'en est pris à Roman Reigns, pour faire attendre justement le turn de Rollins. Ils vont trouver autre chose à Rollins pour attendre un plus gros pay-per-view comme Survivor Series avant de avant de mettre la rivalité Rollins Triple H. Et ils vont faire genre un premier match qui va se terminer sur un truc pas clean pour en faire un deuxième à WrestleMania. C'est Non, moi, j'y possible. crois pas, moi. Moi, j'ai une question, peut-être un peu conne. Alors, est-ce que Rollins, on peut le dire qu'il est face? C'est surtout ça. Il semblerait qu'il est face. Apparemment, vous savez, il y a des dark matchs après SmackDown, des petits matchs juste pour chauffer la foule avant qu'ils partent. Et Seth Rollins est apparu au dark match de SmackDown en tant que face apparemment. Non, et il est apparu en tant que heel, Sur les... justement. J'ai cru voir que c'était en fait. Ah, il a fait équipe avec Styles et ils ont affronté Roman Reigns et John Cena. John Cena, ouais. D'accord. Il me semblait il était en face. Donc, c'est-à-dire Autant qu'il pour voudrait moi, faire je un me heel suis contre un pas. heel? Non, Il après, c'est un voudrait dark faire Non, mais un. il va Non, faire, non, il va mais c'est parce que confirmer son un face face turn n'a turn. pas été effectué, c'est tout. Mais il va tourner Ouais, face. C'est une obligation ouais, maintenant. parce que là, ça aurait plus de sens du coup. Oui. Ah, ça va être marrant parce qu'on va. Si ce match passera pas à WrestleMania, mais on va dire, oh, ça va faire vachement penser à Randy Orton Triple H parce que c'est un peu l'élu, le jeune, je sais pas, mais Orton était pareil que Rollins, hein. C'était un peu le mec qui profitait lors de son début de sa carrière.
Et là, ça va être un peu cette sorte de vengeance, mais à l'envers, parce que avant, je vais citer le match de WrestleMania 25, où c'était un peu c'était Triple H qui était face à ce moment-là, mais ça va vraiment faire penser à ce match. C'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, ça pourrait être lié avec le débat, mais parce que voilà, ça pourrait être lié avec le débat, mais petit trailer. Mais ouais, non, mais moi je trouve ça bien, je suis content. J'espère qu'il sera face parce que s'il nous ferait un heal contre un heal, ce serait Non, bizarre quand même. Impossible, impossible. Mais il manque de face et c'est peut-être pour ça aussi. Il manque cruellement de face. De top face. De surtout. top, bah oui, de top face. Quand je dis face, de top face qui serait capable de rivaliser contre la ceinture, ils ont besoin. Et du coup, moi ce qui me fait peur par contre, c'est avec Roman Reigns quoi. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire Roman Reigns contre Owens. Ça me fait peur par Non. contre. Oh, je pense Ah, pas. mais ils sont capables. Oh, Franchement, ils sont- je me répète, hein, parce que je l'ai déjà dit, mais s'ils abandonnent la rivalité qu'ils avaient entamée avec Rousseff pour le titre des États-Unis, moi je vais péter un câble. C'est pas possible, quoi. T'entames pas une rivalité pour pas la finir. Surtout une rivalité qui a amené à un SummerSlam match qui Bah est voilà. fini aussi bizarrement. Il y en a pas, il y C'est en le a pas genre de de toute façon. fin de match où justement ça doit mener à un autre match. Donc là, c'est vraiment incohérent dans le booking. Mais bon, je pense que Enfin c'était bon. vraiment histoire de mettre un gros gars dans le main event pour. C'était un peu un boost-trou, je pense, en fait, hein. Roman Reigns. Comme Cass. Et Ouais, alors du c'est coup, ça. tu vas mettre qui contre Owens? Un tap face contre Owens. Ça, je pense qu'on en parlera un peu plus tard dans la prochaine. Parce que c'est un Mais gros problème pour Raw. oui, Le non mais Raw est très c'est la crise à Raw. Chez les women, ça va, mais alors. ouais. Et Mais par en tout contre, cas au niveau top face, c'est vraiment crise, hein. pour rester sur le débat, j'aurais posé une autre question, c'est est-ce que vous pensez que Triple H peut rester en tant que figure d'autorité ou est-ce qu'il devrait tout simplement prendre sa retraite et juste agir backstage et faire comme il fait à la NXT maintenant? Donc, c'est-à-dire oublier son Hmm. caractère à Raw comme on voit chaque semaine. Moi, les De toute façon, deux ne me gênent pas, moi. il Les a deux plus en de même temps. pouvoir de toute façon. Ouais, mais il a plus vraiment. On voit maintenant, ça a été sur la bande. On est passé, allez, on est passé sous un format démocratique, si je peux dire ça comme ça. C'est beaucoup plus la parole au catcheur. C'était moins du totalitaire, quoi. C'était beaucoup moins dans ce genre-là, avec l'autorité. Et c'est vrai que c'était sympa au début, mais après c'était lourd. Là, Triple H a plus le pouvoir. Il a créé, il est venu pendant, donc c'est il va pas faire l'autorité. C'est pas dans ce domaine-là. Là, il veut faire un peu, ouais, l'ancien patron qui se venge, qui va aider un nouveau. Enfin voilà, c'est un peu du genre. Et d'ailleurs, je peux rappeler à Raw, il y avait un regard face à sa femme Stéphanie, tout ça, qui disent sa femme devait se dire mais qu'est-ce qu'il fait là et tout ça. Qu'est-ce que tu veux quoi, voilà. Et c'est ça que je vais bien aimer, c'est ce qui va se faire aussi, si ça va se faire des petits segments avec sa femme et pour savoir vraiment ce qui se passe et tout ça parce que c'est vrai que Triple H a débarqué de nulle part et même sa femme était pas enfin elle était au courant en backstage mais elle Non, était non, pas au non, courant, ouais. justement, non. Enfin, Ah, elle était après, pas au courant du tout. alors ça, je veux bien en C'est parler des rapidement, rumeurs. mais c'est vraiment des grosses rumeurs, quoi. Moi, j'ai Ouais, vraiment du mal à ouais, y croire. Mais de ce que j'ai lu, apparemment, à part Triple H, même Kevin Owens n'aurait pas été au courant de sa victoire sur le moment même, donc c'est quand même assez incroyable. Même Vince McMahon ne serait pas au courant, donc ça, j'ai vraiment énormément de mal à y Hein. croire, quoi. Le Ce serait Triple bizarre H ça. Ouais, qui ça on va book le ça garder pour tout le débat, seul, tout ça. c'est non, Tout j'y ça, Et crois je pense puis qu'on va vraiment le garder pour le ce serait, débat. ce serait un risque énorme quand même de mettre Owen champion même si Vince n'était pas au courant quand Les même. seules personnes au courant auraient été Rollins et Reigns, je crois. Donc ça me paraît vraiment bizarre. Même Stéphanie et Mick Foley n'auraient pas été au courant. On en parlera Non, plus non, tard c'est dans pas le débat, possible. je pense. Je pense. Oui, Mais oui. en tout cas, j'aimerais laisser quand même la parole à Léo. Encore une fois, vous avez un peu tout dit. Euh, je trouve que Triple H, bizarrement, là, je trouve qu'il fait un peu, pas manager, mais on dirait que genre, il veut faire un peu monter les jeunes. Genre, en vrai, Kevin Owens, genre, il dégomme non pas Triple H, n'importe quoi. Roman Reigns et Seth Rollins pour donner le titre à Kevin Owens. Alors, peut-être que, est-ce qu'il va faire le papa de Raw, genre, ouais, allez, je te donne une chance, donc je vais t'aider, je vais défoncer les autres, et toi, tu vas faire l'opportuniste, tu fais le tomber, et tu gagnes. Personnellement, ça me dérangerait pas. Après, le match Rollins contre Triple H sur WrestleMania 33, ça me paraît, ouais, comme tu as dit Axel, très très lointain. Entre ce moment-là et WrestleMania 33, il peut se passer énormément de choses. Je pense que, comment dire, prévoir un match, limite, non, peut-être pas un an, mais lointain, genre nombreux mois après, je trouve que c'est pas dangereux, mais on sait vraiment pas ce qui peut se passer, donc je trouve que c'est pas une bonne idée. Et encore une fois, comme on dit, c'est des rumeurs. Ça, on le sait depuis l'année dernière. Ils en parlent. Oh, Triple H, Rollins, là, c'est bon, là, c'est fait. Mais au final, non, regardez, bim, Rollins se blesse. Donc, pourquoi pas.
Enfin, bah, non, je vais pas dire ça, mais peut-être ça va une blessure encore cette année, on sait pas, vraiment, on peut pas savoir. Apparemment, j'ai l'impression que, d'après les news, encore une fois, parce que c'est encore les news, on va avoir une rivalité genre Owens, Chris Jericho et Seth Rollins, je crois, si j'ai de souvenirs. Donc, Owens, je pense, sera toujours un heel. Rollins, c'est un face, peut-être le top face de Raw. Et Chris Jericho, bah, je sais pas pourquoi Chris Jericho, on va pas savoir, on verra bien. Donc voilà, Triple H contre Rollins, surtout, mais Rollins, je m'inquiète pas pour lui, je pense qu'il aura la chance pour le titre après des réalités. Mais que va faire Triple H? Parce que là, s'il intervient maintenant et qu'ensuite on ne le revoit pas, on se le revoit de nombreux mois après, ça n'a aucune utilité. On va dire, il s'était passé quoi déjà? On a complètement oublié qu'il avait attaqué Rollins et Roman Reigns pour aider Kevin Owens. Donc je trouve que c'est assez débile en soi de prévoir ce match déjà pour WrestleMania 33. Pour moi, j'y crois pas. Si ça arrive, tant mieux, parce que vu le WrestleMania de 33 comment se taper, qui a l'air bien pourri, avec toutes les stars qui vont intervenir, Shaquille O'Neal, Vin Diesel, oh là là, ça a l'air d'être assez incroyable comme WrestleMania. Donc Ouais, c'est mais pas Vin avoir, Diesel. donc c'est pas avoir un WrestleMania avec un match, on va dire professionnel entre guillemets, avec des vrais pros, des vrais catcheurs. Ça peut être bien, en plus n'importe quoi. Je vais encore me tromper. Rollins contre Triple H, c'est peut-être pas un dream match, mais je pense que le match va être juste, enfin, pourrait être juste magnifique à voir. Alors, je vais juste un tout petit peu intervenir sur un tout petit détail. Ça va durer qu'une petite minute. C'était pour alors la rumeur entre Vin Diesel et The Rock qu'il faut laisser tomber. Euh, je sais pas qui c'est qui peut croire à des trucs comme ça parce que c'est impossible de croire à ça. Et c'est ça le problème, c'est que les États-Unis sont tellement cerclés entre le cinéma et le sport et tout ça. C'est tout lié et surtout avec la WWE qui est un peu scénarisée. Mais alors. Vin Diesel ou laisser tomber quoi, c'était juste une embrouille je sais même plus pourquoi c'était, faudra que je revoie ça. Mais c'était vraiment juste une embrouille. Et puis vous savez, c'est un peu les fiertés d'acteurs américains, ceux qui se sont tournés dans des longues séries comme Fast and Furious ou tout ça, ils ont toujours une vantardise en eux-mêmes. Non pas que j'insulte Vin Diesel, hein, c'est un acteur respectable, même si je trouve qu'il joue mal. Mais voilà, en tout cas, c'est vrai qu'il faut les main events et tout ça. Pareil pour Shaquille O'Neal, hein. Vous laissez tomber. Ça, on peut pas croire à des trucs comme ça, quoi. Si, C'est si, si, si. et la double C'est officiel, Justement, c'est et c'est officiel. un énorme C'est coup officiel. marketing. Et la W, même si ça fait des matchs comme horribles, le elle Sting saute Undertaker. Et on en a parlé la C'était semaine prévu. dernière. Mais oui, mais comment Shaquille O'Neal c'est un basketteur de base. Comme C'est Jimmy le On en problème. parlera, je pense, d'ici WrestleMania 33 quand le match sera officialisé. Je pense. On aura le temps d'en parler à ce moment-là. T'inquiète pas, tu auras le temps Mais de surtout défouler que toute ta haine envers Shaquille. Louis, Shaquille O'Neal, Big Show, c'est Mais c'est un basketteur pratiquement que j'aime bien. officiel. Hein, donc, Enfin, pratiquement officiel. enfin, Ah non, mais il moi, y a eu un article de rédigé sur le site officiel quand même sur ce match. Donc bon, ça en prend la direction quand même. ouais, c'est très. Moi, si AW venait à faire ça, ce serait une grosse erreur. C'est même si c'est marketing, tout ça, ce serait vraiment une très grosse Elle a erreur. bien fait Floyd Mayweather C'est Big Show WrestleMania 24. oui, Voilà. oui, Floyd Mayweather, c'est quoi? C'est un boxeur, ok, mais Non mais c'est excuse-moi, ton mais avis Louis, et il y en a beaucoup qui le partagent, mais bon après c'est la WWE et la WWE elle pense d'abord à Ça l'argent et s'appelle. évidemment Voilà, c'est ça le s'appelle c'est de la marketing. normal, Les c'est business, normal. les business. Mais à quoi Big Show chez Kelly peut attirer du marketing, c'est surtout ça. Surtout que, en plus, ce qu'en plus, que je peux citer, c'est que s'il venait à faire un truc comme ça, il est des basketteurs et tout, le problème, c'est les fans lambda qui vont se dire, euh, ah ouais, mais ils mettent une star et tout, on connaît à peine et tout ça, qu'est-ce qu'il fout là? Et là, par contre, marketing, tu sais, on sait très bien que les Américains, putain, il y a un chien à bois qui me casse les couilles. Tu sais bien, tu sais bien que, ah putain, mais il m'énerve lui. Enfin bref, tu sais bien que tout ce qui est star et tout ce qui est tout ça, il va vraiment me faire chier jusqu'au bout. Tout ce qui est star et tout ça, c'est vraiment pas une bonne idée parce que les lambdas vont s'en plaindre et les lambdas, c'est les Américains, leur façon de penser. Oui, on s'écarte du sujet. Mais s'ils venaient à faire ça, ça serait, mais même marketing, ça serait horrible. Honnêtement, ça serait vraiment Bah non. horrible. Je sais Eh ben on pas. verra, on Oh, verra, on verra. mais comment veux-tu T'as le percer dans un temps. WrestleMania, un WrestleMania marquant en mettant Shaquille O'Neal? Mais Razor En Big tout Show cas, déjà, Mais eux ils s'en foutent de ouais. ça.
dans le kick-off. Eux, ils vont attirer des centaines, voire des milliers de fans qui vont venir pour voir Oui, Shaquille c'est sûr. O'Neal. Ils vont C'est attirer sûr. des fans de basket qui sont pas à la base fans de catch, et c'est ce qu'ils veulent, quoi. C'est attirer un maximum de public. Et peut-être C'est que ce vrai. public, en regardant WrestleMania, ce sera un futur public qui deviendra fan de la WWE. Donc, ils ont tout à C'est jouer vrai. là-dessus. Comme ils Eux, avaient fait c'est ce qu'ils intervenir voient, le hein. boxeur contre Chris Jericho à WrestleMania 25. C'est possible. Mais ouais, moi c'est surtout les fans lambda que j'ai. Ouais, c'est vraiment des gens un peu. Alors, c'est les Américains de base, ils ont leur façon de penser, même si ça va. Ça s'appelle la pub. S'il n'y avait pas justement ce coup marketing, mec, l'attitude era n'aurait jamais existé, tu sais quoi. Mec, si c'était pas pour justement des stars pop à la, je sais plus qui ils avaient invité pour le premier WrestleMania, une chanteuse pop. Si c'était pas pour des stars comme ça, la WWE ne serait peut-être jamais connue aujourd'hui. Si c'était pas C'est pour vrai. des Iron Mike Tyson qu'ils ont invité pour des WrestleMania avec Steve Austin, la WWE aujourd'hui serait, ah, c'est quoi ça? C'est Donc vrai. normal Oui, je qu'aujourd'hui suis ils veuillent d'accord. toujours tenter. Ouais, c'est d'accord. Mais après, bon, Shaquille O'Neal, j'aime beaucoup ce basketteur, mais c'est pas non plus. Bon, Bon, on bref, verra on ce va que pas ça rentrer donne. dans le On détail. a Voilà. vraiment bien dévié, hein. Oui. Et donc, pour la dernière news, vous aviez l'air d'avoir envie d'en parler tout à l'heure, c'est sur Kevin Owens et son titre. Kevin Owens qui s'est fait énormément critiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit par des fans ou que ce soit par des critiques comme Vince Russo, dont je vais probablement très longuement parler parce que plus tard. Mais en tout cas, il s'est fait énormément critiquer sur les réseaux sociaux, que ce soit pour son règne, que ce soit pour la personne qu'il est en lui-même, Kevin Owens. Et donc, je voulais savoir ce que vous en pensiez, ce que vous pensez de Kevin Owens et de son règne. Donc, je vais laisser la parole à Léo. Pour commencer, je vais pas parler énormément de Vince Russo parce que je le connais pas énormément. De ce que j'ai vu, ça va être d'être un vrai connard. Vraiment. Je sais pas d'où il sort. Enfin, juste, ça a été un booker, apparemment, pas un des pires bookers de l'histoire, mais d'après ce que j'ai lu, il a vraiment fait Allons, de la merde des fois. des fois, oui. Euh, je laisse Guillaume parce que Guillaume a l'air de s'y connaître un petit peu, mieux que moi, largement même. Ça va être drôle, j'ai hâte. Alors, on va parler de Kevin Owens. Kevin Owens vient de la NXT, après il est allé dans le roster principal. Ce qui m'énerve, c'est que dès on demande de donner genre des chances aux jeunes qui arrivent, genre à NXT, on pense, je sais pas, Tyler Breeze, il y a genre, plein de gens d'NXT qui job toujours d'ailleurs, qui n'ont rien accompli dans le roster principal, alors qu'à NXT, ils ont quand même eu une carrière assez, pas brillante, mais en soi une bonne carrière, même si Tyler Breeze n'a pas gagné de titre par exemple, mais ça n'a pas empêché d'avoir une bonne carrière. Donc les fans s'énervent, ils veulent que leur superstar entre guillemets préféré d'NXT, même qui était avant dans les rosters, dans les fédérations indépendantes comme avec Kevin Owens qui était à la ROH, ou Sami Zayn, El Generico, enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Et dès qu'on donne leur chance, ils ont le titre mondial, alors là, ça y est, là ça pète des câbles, c'est pas mérité, je comprends pas. Euh, En plus, c'est pas comme si on donnait un titre à n'importe qui. Owens, c'est quand même un athlète de la nouvelle génération, le meilleur pour moi. Le mec est bon micro, c'est un trash talker excellent. Enfin, le mec te fait délirer lors de ses matchs, c'est impressionnant. Putain, ce mec est juste super fun. On va dire pour son gabarit, je suis peut-être méchant, je veux dire, et pour son poids, il a un catch juste magnifique. Le mec, peut-être pas un inférieur, mais si quand même. Il fait quand même des moonsaults, enfin, des trucs assez incroyables pour son gabarit, que même des gens, tout fins, entre guillemets, ne le feront pas. Donc, Kevin Owens a tout pour réussir. Peut-être que Vince McMahon dit il a pas la carrure, il est gros, il est pas musclé, voilà, il est pas grand, je sais pas, mais genre, je sais pas si Vince McMahon pense comme ça, mais moi je trouve ça super con. On juge pas sur le physique, on juge sur le talent. Donc voilà, là Owens a eu l'opportunité d'avoir le titre, je l'espère pour longtemps parce que bordel, j'étais joyeux que la gagné le titre, c'était impressionnant. Beaucoup de gens ont pronostiqué Owens, mais d'un côté, en genre, parce que je veux voir Owens. Mais en soi, on a pronostiqué Rollins ou Reigns en mode, c'est sûr ceux qui vont gagner parce qu'après, ils vont. Enfin, c'est sûr. Du coup, non. Mais c'est les propriétaires, genre, on disait, ouais, c'est bon, ça va être un des deux parce qu'ils vont en subir son rivalité encore une fois. Pour le titre, voilà, il y avait Big Cat, mais Big Cat, what the fuck, qu'est-ce qu'il fout là, ce mec? Donc, voilà. Et après, quand on finit le match et on voit qu'Owens est champion, c'est quand même plaisir.
même si il y en a qui m'ont dit oh c'est pas mérité, Triple H est intervenu, juste ta gueule quoi, merde. Je sais pas, Owens a pu très bien se débrouiller tout seul. C'est pas lui qui a, en soi, dans la story, c'est pas lui qui a demandé à quelqu'un d'intervenir. Enfin, je pense pas, on verra dans l'euro, mais apparemment, vu la tête qu'il a fait, je pense c'était pas prévu qu'il batte Triple H intervenir. Donc, merde, quoi. On donne Owens champion, une top star de la NXT, même du 50 indépendant. Enfin, un mec, un jeune qui a le titre mondial, on va dire, de la WWE. C'est rare. On estime alors, mais bon, voilà, on sait ce qui est arrivé. C'est rare et ça fait énormément plaisir. Après, moi, je sais que je marque un peu parce que c'est mon catcheur préféré, mais bon, ça après, voilà. Euh, donc en soi, ouais, je comprends pas pourquoi il s'énerve. Vince Russo, je sais pas ce qui lui est arrivé, là, il a pété un câble. Je sais pas pourquoi il s'en prend à Owens alors qu'avant on a eu des catcheurs qui ont été champions et non, c'est pas grave. Mais alors dès que c'est Owens, peut-être qu'il y a une histoire dans le cercle indépendant, je ne sais pas. Enfin, bref, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être que Owens, dans la vie, est un con, mais je le connais pas. Mais apparemment, ça a vraiment pas l'air d'un con. Il a l'air très drôle, très, très sympa. Euh, donc voilà. Oui. Non, j'ai Non. peut-être. T'as fini ou... Oui, en gros, voilà. Fuck Vince Non, mais. Russo et vive Owens. Voilà. Non, c'est juste parce que je voulais éclaircir. Je pense que certains d'entre vous ne comprennent pas vraiment pourquoi on parle de Vince Russo. C'est juste pour éclaircir ce petit détail. Je pourrais te laisser continuer si tu veux après. C'est juste que Vince Russo, donc pour ceux qui ne savent pas qui c'est un ancien booker de la WWE et de la WCW, et je crois qu'il a même fait une partie à la TNA. Donc un booker assez connu dans le monde du catch, et notamment un des bras droits de Vince McMahon quelques temps avant ou après le début de la Attitude Era. Donc en son temps, c'était vraiment un grand booker, le mec ultra connu. Et à partir du moment où il a rejoint la WCW, il a commencé à faire énormément de merde. Quasiment le trois quarts de ce que la WWE nous vend comme ouais, la WCW, c'était des décisions de merde, c'était la full chiasse. C'est quasiment lui qui les a toutes prises. C'est et donc le fait est que il a gardé ce pouvoir en tant que ancien booker, il a gardé ce pouvoir, cette communauté dans le catch. Et il a commencé à faire une petite émission de radio à la Steve Austin, à la Chris Jericho sur Internet. Et il fait beaucoup de reviews, exactement comme Austin. Et dans sa dernière review de Raw, il a commencé à critiquer Kevin Owens en disant que Kevin Owens et Dean Ambrose sont le symptôme du mal et enfin du mal catchesque et prouve que la WWE est au plus bas ces dernières années et que le fait d'avoir Dean Ambrose et Kevin Owens comme champions prouve ceci et il dit que en gros des champions, enfin des personnes comme Razor Ramon, comme Piper, comme Bundy, King Kong Bundy n'ont jamais été champions du monde, alors que tu as des gens comme Kevin Owens et Dean Ambrose qui sont champions aujourd'hui. Et j'avais poussé un coup de gueule sur Twitter. D'ailleurs, vous pouvez me suivre sur Twitter, @guillaume-ledu. Oui, Et les ça miens c'est aussi, tu hein. vois, Shameless Production Presents. Tu vois, Shameless Production. Euh, Mais en tout cas, oui, j'avais poussé un petit coup de gueule en disant que Vince Russo ne connaît absolument plus rien au catch. En son temps, c'était un très bon booker, mais au fil des années, il a commencé à décliner. Et aujourd'hui, il ne connaît plus le catch. Si c'était pas pour des fans d'Owens et d'Ambrose aujourd'hui, le catch serait bien différent. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le catch, c'est majoritairement des fans, j'ai envie de dire hardcore pour ceux qui connaissent pas vraiment le terme smart, mais c'est principalement des fans hardcore qui connaissent le catch, qui veulent regarder du bon catch, qui veulent regarder aussi des bonnes storylines. Mais c'est pour ça qu'il y a NXT à côté, c'est pour vraiment offrir le catch qu'on aime. Et ces dernières années, on a pu voir que justement ceux qui regardent NXT ont commencé à reprendre foi en la WWE avec des arrivées telles que Dean Ambrose, tels que Kevin Owens, Sami Zayn et Seth Rollins. Et Vince Russo, je pense, est vraiment de la vieille école. Et pour lui, c'est all about stars et tout le catch doit se faire autour des stars et c'est pour ça que en son temps à WCW il a mis le titre, pourtant le titre poids lourd de la WCW sur des stars qui catchaient même pas à l'époque et du coup il critique énormément Owens, Ambrose, il a critiqué AJ Styles quand il avait commencé en disant que c'était juste personne et qu'à la WWE il ne réussirait jamais. Conclusion, quelques mois plus tard il se battait pour le titre du monde et quelques mois plus tard encore il battait John Cena clean.
Et Vince Russo m'énerve de plus en plus ces derniers mois, dans le sens où il n'arrive pas à évoluer avec le catch et il garde sa vision du catch un peu comme Vince McMahon l'a fait ces dernières années, sauf que même Vince McMahon a commencé à évoluer et Vince a commencé à offrir des chances à des superstars qui n'ont pas eu beaucoup dans le passé, comme Kevin Owens, qui il y a quelques années on aurait dit ok, Owens il a aucune chance à WWE, et Russo était un des premiers à le dire. Rousseau avait même critiqué une fois Kevin Owens en disant que le mec resterait toujours dans les fédérations indépendantes à se battre dans des salles devant 50 personnes. Aujourd'hui, c'est le champion du monde et j'ai juste envie de lui dire dans ton cul. Mais non, Vince Russo, donc pour résumer, c'est juste quelqu'un qui a une très ancienne vision du catch, une vision qui dit que on doit tout faire pour montrer le catch à un maximum de gens possible et on s'en bat les couilles des fans qui regardent chaque semaine parce qu'ils aiment le catch. Et j'adore Kevin Owens parce que justement il prouve à à toutes ces personnes qui pensent à cette ancienne méthode que le catch ça peut fonctionner, que avec des gens comme Seth Rollins, Daniel Bryan, CM Punk, Kevin Owens et Dean Ambrose, on peut prouver que le catch c'est plus que le simple divertissement qu'il faut montrer au monde entier et que le catch c'est notamment et principalement même pour des fans hardcore qui regardent chaque semaine. Voilà, petit coup de gueule. Bon, il n'y a plus grand chose à dire, hein. Moi, non, mais clairement, je souhaiterais juste ajouter un petit truc qui me fait un petit peu rire quand même. C'est que comment on peut prendre ces critiques au sérieux quand on sait que la personne qui lance justement ces critiques est celle qui est réputée pour avoir fait les pires décisions de booking de l'histoire. C'est pas faux. Non mais voilà quoi, donc Mais parce que là en soi il critique pas forcément Kevin Owens, enfin et quand même, mais c'est bah, il surtout le dit quand même que booking quoi. Kevin Owens est le symptôme de ce qui est pour lui la grosse merde à la WWE en ce moment. Ouais, donc ouais, La il le critique réincarnation du aussi. diable. Mais il critique surtout le fait qu'il soit champion du monde, donc un petit peu le booking aussi, enfin le travail des bookers. Et donc ouais, du coup C'est c'est un ça. peu l'hôpital qui se fout de la charité là. Mais il est pas vraiment subjectif parce qu'en fait, il dit pas en quoi Owens c'est le diable pour lui. Il dit juste, ouais, parce que Owens, voilà, les Mais c'est ça le champions, du pire. coup, c'est nul. Il dit pas genre, ouais, parce que Owens. Tu sais, encore, il pourrait dire, ouais, il a un catch mauvais. Tu vois, et encore, il a des explications, tu vois. Mais là, Son, il argumente pas du tout. Il dit juste, Owens, c'est une merde, c'est tout. son seul argument c'est de dire que des catcheurs comme Razor Ramon, Ça c'est pas Piper faux. et Ça c'est pas Bunty faux n'ont en pas été. revanche. Non, mais c'est pas la même Certes, mais époque, c'est pas c'était la une même autre époque. époque, voilà. Ouais ouais ouais, je suis d'accord. Notre Non mais époque, je c'était à cette époque, c'était pas seulement pour le catch, comme Piper était très bon. Ce mec était un dieu au micro et pouvait te faire détester tout ce qu'il y avait de bon en lui. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus à propos du catch et ça, il n'arrive pas à le comprendre. Hmm. Bon, alors tu pourrais très bien dire pourquoi Christian n'a pas été champion du monde plus longtemps, ou des choses du genre. Voilà, Eh, il est de c'est. retour avec son Christian lui. Ils comprennent pas. Bref. Moi, honnêtement, je trouve que c'est très con, mais bon, il y a rien à dire dessus, quoi. Voilà, c'est con, c'est con. Et Après, Grave. comment. C'est con, c'est C'est con. ma. Merci, merci Louis. Bon, on passe à la suite ou pas? Non, 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 mais c'est vrai que comment tu peux évoluer si tu restes terré avec tes vieilles stars comme Orton et tout. Sur Orton, même s'il serait champion, bah, ça ferait évoluer personne et ça sert à rien, quoi. Au pire, là, l'évolution, elle est foutue, quoi. Et on parle de nouvelle ère en plus, qui dit forcément nouvelle top star, quoi. mais il n'y a pas que Rousseau qui a critiqué, il y a aussi le site, je me rappelle plus, ESPN, je ESPN. Ouais, crois. Ouais, ESPN, Ouais, ouais. voilà, qui a critiqué Kevin Owens et notamment son un fils. journaliste qui a fait excusez-moi le terme, mais qui a fait son bâtard. Euh, Quelqu'un avait posté sur les réseaux sociaux une photo du fils de Kevin Owens qui a 8 ans. Donc pour lui, le catch, voilà, si vous connaissez le catch quand vous aviez 8 ans, vous C'est Marc. comprenez. Voilà, c'est un marque. Et Ouais, quand t'es fils à papa, je sais pas, hein. le business a l'air vraiment, enfin, a l'air vrai pour lui aussi. Mais en tout cas, il a posté une photo sur Twitter de son fils qui était limite en train de pleurer après avoir vu son père gagner le titre ultime de sa brand. Et il y a un mec de la ESPN, un reporter, qui a fait oh, c'est le plus beau jour de sa vie jusqu'à ce qu'il apprenne que c'est fake. Hmm. Dick C'est move. stupide. Dick Ouais. move. Vraiment, là-dessus, c'est vraiment salaud. Donc, à toutes ces critiques, tous ces gens qui critiquent Kevin Owens, que ce soit un mauvais catcheur ou que ce soit juste pour lui pourrir la vie parce que
je sais pas, il l'aime pas ou qui pense que Roman Reigns c'est le meilleur, c'est le plus beau, il a tous les muscles. Euh, qu'est-ce que vous voulez dire justement pour ces critiques, Bah, moi, parfois très souvent je On pense les que emmerde. Kevin Owens, je pense c'est vraiment le genre de mec qui s'en fout, mais vraiment de toutes ces Ouais, critiques, hein. lui, il s'en fout tellement. Il a sa vie, sa famille, il peut payer son loyer, il y arrive, c'est bon, il s'en fout, quoi. Il est champion, qu'est-ce que tu veux Et puis qu'il le mec, il grogne? vient de remporter le titre, quoi. Il a rien prouvé encore. Pourquoi le monde s'acharne sur lui, quoi? C'est abusé, quoi. Ouais, il a Parce que rien les fait gros. encore. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est vrai, c'est sur les différents. Moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il s'attaque. Enfin, c'est quand même osé de prendre une photo de son fils et tout ça, quoi. Enfin, de reprendre une photo, je sais pas, mais c'est quand même très osé, surtout de parler de la famille et tout. Faut vraiment quand même, mais faut vraiment être timbré parfois quand même pour faire des trucs du genre. Non, mais après c'est comme ça. Hein. T'es fils d'une star, forcément, tu vas avoir toujours des trucs comme ça, quoi. C'est Surtout vrai. que quand on est Marc, je trouve que c'est une année où, genre, quand tu regardes du cash, genre, ça te fait briller les yeux, tu dis, oh, je vais être comme ça plus tard. Genre, quand Ouais. t'es Marc, tu te dis, t'as pas tous les problèmes, enfin, les problèmes entre guillemets, genre, t'as pas tout, genre, tu regardes, mais tu regardes, quoi, c'est tout. T'aimes ce que tu vois, mais alors, tu poses pas trop de questions, qui va être nanan, enfin, merde, quoi, t'es Marc, tu regardes juste, t'es content, c'est Spartagan, c'est tout. En plus, c'est ton père, quoi. C'est son père, enfin, je sais pas, ça me paraît logique, il soit content, il va pas dire oh putain, merde, mon père a gagné, putain, je suis tellement déçu, oh là là, c'est un Marc, même je pense, il serait smart, il serait encore plus content que son père a gagné d'ailleurs, je pense. Ouais. Donc s'attaquer à un Marc, surtout au fils, déjà je trouve ça pas professionnel de mettre ça sur un site qui est vu par je sais pas combien de personnes et bien des milliers de personnes, c'est pas vraiment professionnel. Euh, donc voilà, je trouve que non, juste ça se fait pas. Voilà. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour du coup aussi pour cette news et on va passer au débat de la semaine qui porte donc sur pensez-vous que la WWE devient de moins en moins prévisible et ben on se retrouve tout de suite. Et donc de retour pour le débat de la semaine, c'est un débat qui fait pas mal rage sur les réseaux sociaux en ce moment, notamment des gens qui ne comprennent pas très bien après SummerSlam et après notamment Talking Smack. Donc pour vous expliquer, à SummerSlam, énormément de gens ne savaient pas si la fin du Brock Lesnar Randy Orton était scénarisée ou est-ce que c'était genre pas fait exprès. Brock Lesnar a juste pété un câble. Les quelques jours suivants SummerSlam ont été très très flous à ce sujet, que ce soit d'ailleurs pour le main event ou pour le match Sasha Banks Charlotte, où il y a eu aussi pas mal de doutes sur une blessure de Charlotte, sur une blessure de Sasha Banks, voire une suspension, etc. Et Talking Smack avec l'interview shoot, mi-shoot de The Miz. Et donc je voulais savoir, vous, qu'est-ce que vous pensez justement du fait que la WWE brouille de plus en plus les pistes entre tout ce qui est scénario et la réalité dans son booking. Qui vous voulez, allez-y. C'est le Alors, débat. moi, je vais commencer si ça ne dérange personne. Moi, je trouve que c'est bien qu'ils essayent de faire ça, qu'ils essayent un peu de brouiller, parce que malheureusement, c'est certes une fédération sportive, mais avec un scénario, c'est-à-dire qu'il y a des histoires, il y a tout ça. Et je le disais, hein, je vais le comparer forcément avec le cinéma, quand on regarde une série ou n'importe quoi, enfin bref, un film qui a plusieurs suites, on va forcément tomber sur des mêmes choses, sur un même scénario basique, sur même quelque chose. C'est forcé, quoi. On va forcément retomber sur des scénarios et on va se dire c'est pas innovant. Et puis c'est pas la première fois qu'on a les mêmes scénarios aussi, quoi. Ça nous arrive souvent d'avoir les mêmes. Et c'est pour ça que j'ai aimé cette fin de SummerSlam parce que il faut aussi apprendre à innover, à évoluer. Et ils l'ont fait, même si c'est pas la première fois qu'il y a des trucs qui se terminent comme ça. Mais voilà, c'est des choses qu'on voit pas souvent et je trouve ça bien un peu de faire tourner un petit peu. Parce que si ça aurait été une fin victoire, hop, victoire ou intervention de quelqu'un, voilà, excusez-moi, mais c'est du déjà vu, quoi. C'est relou, c'est lourd. Oui, je parle en verlan. Mais il faut bien aussi un peu innover et
c'est ce qu'il faut faire maintenant, voilà. Et moi, je trouve ça bien. En plus, ce que j'ai vu, c'est que, enfin, comme tu le disais, ils essayent de brouiller, apparemment. Enfin, est-ce que c'est bien ou pas? Oui, c'est bien un peu de mettre un peu ce côté mystique. Pareil pour Sasha Banks contre Charlotte, où là, on ne savait pas, on était sûr que ça allait être Sasha qui allait conserver. Et ben non, et c'est bien ça, parce que il nous force à prendre un avis sur quelque chose et après il veut nous surprendre avec un autre. Là, on voit aussi que la nouvelle ère joue beaucoup dessus. On voit que déjà elle joue sur les constructions, sur les décors, sur même les plans de caméra, sur tout ça. Et elle innove beaucoup. Et en plus, ils innovent au niveau du scénario où ils essaient quand même de prendre un peu plus d'originalité et ça se remarque je sais pas chez certains, mais c'est vrai que je vois sur Twitter parfois des gens qui disent ouais, c'est de la merde, des fins de SummerSlam comme ça c'est nul à chier, ça innove pas du tout et tout ça. Et justement, si on voit vraiment on reprend une bouffée d'air frais, on reprend, voilà, c'est un début quoi, c'est un départ à zéro. Et justement pour ce départ à zéro ils vont pas nous mettre des rivalités basiques, et justement pour marquer une brand ils vont forcément nous mettre des trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et moi je trouve ça vraiment une très bonne idée, et il faut qu'elle continue comme ça parce que il faut que ça marque quoi. Et ça c'est déjà très bien placé, on en a parlé dans un débat 15 jours précédemment. Allez le voir si vous l'avez pas vu. euh, où on parle justement que ça va marquer l'histoire, que c'est sûrement le cas. Et voilà, et c'est dans des cas comme ça où quand ils innovent des choses du genre, où ça peut vraiment marquer, c'est des petits détails de rien du tout que certains peuvent voir, les autres peut-être qui s'en foutent, qui n'ont pas envie de savoir. Je sais pas, mais voilà, il y a chez certains où ça marque beaucoup, et notamment chez moi où ça m'a vraiment marqué. Donc voilà, mais c'est vrai que je trouve que c'est une très bonne idée ce qu'elle fait là. Vas-y, Léo. Je pourrais revenir sur la fin de SummerSlam. Tu as dit que beaucoup de personnes, en gros, s'étaient énervées et qu'il y en a d'autres qui appréciaient la fin. Je Oui. suis un peu mitigé parce que je trouve que, en soi, le final, genre, pour Lesnar qui, en gros, détruit la face de Orton, qui pisse le sang, tu te dis, moi, perso, je me suis dit, eh, est-ce que c'était prévu? Tellement que c'est bien, enfin, oui, ça peut être Justement, c'est ça qui est bien. Et attends, et j'allais dire, et c'est là que je me dis, et après tu regardes, tu fais, alors est-ce que c'était prévu? Et là, je me dis, c'est que le travail est bien fait. Parce que si on se dit, ah, c'est bon, c'était prévisible, tu vois des trucs, tu vois, tu dis, ah non, oui, c'est bien fait, mais t'as pas tu vois, le petit truc qui te dit, ah, je sais pas si c'est vrai ou pas. Donc, par Et rapport à ça, oui, vas-y. non, vas-y, continue. Mais après, je peux comprendre que mettre en fin de pay-per-view une fin comme ça peut être assez pénible. Surtout quand t'attends le match, c'était le match, vraiment le match du pay-per-view. T'es en finale, tu vois un gars qui pisse le sang, ça termine sur un match. Voilà, on arrête le match parce que le mec est juste KO. Ah, je peux comprendre que ça fasse, qu'il y en a qui ça énerve. Je trouve que c'est mal placé en fait. Ça aurait été juste avant une main event, ça aurait été parfait, genre tu fais ça, et après tu mets un match pour le titre que tout le monde attend, genre le titre universel. Bon, là, du coup, je pense que là, au final, ça aurait été une très mauvaise idée, mais ça aurait été mieux. Parce que finir sur une fin comme ça, tu dis, ah ouais, c'est tout, genre, tu dis, oui, c'est bien, mais il manque un truc, il manque la vraie fin, on va dire, tu vois, si tu veux. Mais, Hmm. sinon, bah après, c'est mon avis. Après, ça, c'est bien sûr, c'est mon avis. Tout le monde a son avis différent et je respecte les avis des autres. Euh, mais voilà, comme je dis, genre la fin, par exemple, Sasha Banks contre Charlotte au SummerSlam, alors, tout le monde, enfin tout le monde, énormément de personnes avaient pronostiqué Banks, c'est-à-dire Banks, parce que voilà. Euh, et quand tu vois Charlotte qui gagne, tu fais, oula, alors ça. Et là, même là, je me suis dit, est-ce que c'était prévu, ou bien, parce qu'on voyait Charlotte n'importe quoi, Sasha Banks qui était mal, genre elle avait mal à son dos, tu le voyais très bien qu'elle était blessée. Donc tu te dis peut-être que le match a changé entre temps, donc du coup ça fait une sorte de surprise pour la fin du match. Donc je trouve que c'est une bonne chose. Donc en soi, non, le WWE ne devient pas prévisible. Même, je pourrais donner encore comme exemple Kevin Owens qui gagne le titre. Personnellement, encore une fois, parce que c'est mon avis et tout le monde n'a pas le même. Euh, voir Owen champion, genre, on va dire que c'est pas prévisible, même si je peux l'espérer, ça c'est sûr. Mais comme je l'ai dit, moi je m'attendais énormément à Rollins ou à un Reigns, parce que voilà, c'est les top stars un peu de Raw. Euh, donc ouais, quand tu vois Owen champion, tu dis, ah ouais, ils ont quand même osé, ils ont quand même eu les coronesses de mettre Owen champion, alors qu'il y avait
les top face, enfin voilà. Je trouve moi, que non, la WWE n'est pas prévisible. pour t'avouer, j'ai pensé. Alors là, c'est pas de question prévisible ou pas, mais j'ai pensé à Owens dès le début. Je me suis dit, ils vont pas faire gagner Rollins parce que Rollins, il a déjà été champion. Et ça serait au pire la seule exception, parce que Roman Reigns il ne le ferait pas gagner vraiment, ce serait une grosse erreur et la WWE le reprendrait pas, enfin le referait pas en tout cas maintenant. Et Rollins, je le voyais, ce serait vraiment au cas où, mais alors je voyais Owens gagner quoi. J'étais presque sûr qu'il allait gagner. Bon, coup de bol, j'ai eu raison, mais bon, c'était de la chance. Mais T'es trop oui, elle fort, est t'es pas trop fort. prévisible. Elle est terminée par une fin de triple. On voit que maintenant elle décide de faire des fins marquantes. Et au final, elle a bien réussi son coup parce que la fin de SummerSlam sera marquante positivement, négativement aux F, mais voilà, ce sera dans le même cas, quoi. Ça va marquer beaucoup de monde. D'ailleurs, juste, ça a pas vraiment, ça a même un peu rien à voir. Et je pense à Vince Russo qui avait dit lors de sa vidéo, son interview tout pété là, il avait dit Owens a gagné juste parce que Big Cass n'est pas prêt, Rollins parce que LOL, apparemment il blesse toutes les superstars, sauf que LOL c'est n'importe quoi, et Owens parce que c'est un drogué. Donc on fait gagner Owens juste parce que c'est la seule superstar. Voilà, c'est juste ça, je trouve ça vraiment con. Alors je suis d'accord pour Owens sur le fait que le mec se drogue, au final on donne le titre, ça serait franchement abusé. Rollins qui blesse le superstar, c'est pas vrai. D'accord, il a blessé Cena, mais c'est une erreur de débutant, on va dire, entre guillemets. Enfin voilà, il a pas non Sting, plus. Kane. Non, mais je rigole, c'est bon, je sais très bien, on en a parlé il y a dernière fois. Sting, parce que le mec, quand même, il a enchaîné 2 matchs dans la soirée. Il faut le faire, quand même. Je pense que quand déjà tu fais ton match, un bon match, je pense qu'après, t'es un peu, entre guillemets, fatigué, tu vois. Mm. Kane, il a pas blessé Kane, si. Il a failli, mais bon, je vais pas, parce qu'on est déjà Ouais, rentré dans un débat qui a duré tu pas mal vois, de tu temps vois, avec. tu vois, ouais, voilà, tu vois, je veux en venir. Ouais, c'est juste pour se dire ça, en gros, voilà, bref, donc la WWE n'est pas de moins en moins prévisible. Au contraire, je trouve qu'en ce moment, on a vachement de matchs inattendus, enfin, de fins inattendues. Et c'est là où c'est bien foutu. Ouais, c'est là que tu dis le travail, comment dire, est bien fait et que Vince enfin change ses idées et Mm. comprend les fans. Est-ce qu'il écoute ses fans? C'est là où on pense à oui maintenant. Bon, Ouais, enfin, ouais, c'est récent parce que quand tu vois Reigns qui a gagné le main event de WrestleMania 32, tu te dis là, il devait être sourd, il devait être sourd là. Bref, oublions. J'ai tout, Euh, c'est fini. Axel, t'as. Alors moi vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc je vais juste intervenir sur le match qui est le plus en rapport avec cette question. Je pense que c'est le Lesnar-Orton, bien sûr, qui a retourné la twittosphère. Je fais très certainement partie des très rares personnes qui ont apprécié la fin de SummerSlam. Je vais un petit peu m'expliquer. Euh, j'ai apprécié la fin de SummerSlam dans le sens où, comme vous l'avez dit, on ne savait pas si ça faisait partie du kayfabe ou si ça ne faisait pas partie du kayfabe. Donc ce n'était absolument pas une fin prévisible. Et qui dit une fin non prévisible dit une fin surprenante. Et quoi de mieux qu'une fin de pay-per-view où on est surpris, où on n'a pas quelque chose que l'on attendait. Pour moi, c'est la meilleure fin de show qu'on puisse avoir. Quelque chose où on ne s'y attend pas. Moi, on m'aurait dit la fin de SummerSlam, ce sera Brock Lesnar qui a mis en sang Orton qui saigne abondamment du crâne, j'aurais pas cru. Et là, on a ça, j'ai été surpris. Moi, j'ai bien aimé la fin de SummerSlam. J'ai vu des gens sur les réseaux sociaux ou même sur YouTube qui ont regardé SummerSlam et qui, en voyant la fin de SummerSlam, qui se disaient mais what, c'est quoi cette fin de merde? Y a pas Goldberg qui intervient? Oh mais quelle fin de merde! Putain mais si Goldberg se ramène, c'est ultra prévisible, vous vous y attendez, vous vous dites putain c'est quand qu'il arrive Goldberg? Comment vous pouvez apprécier une fin de pay-per-view où vous savez ce qui va se passer, où vous attendez Goldberg qui arrive quoi? Moi j'aurais vu ça, j'aurais été déçu de cette fin de pay-per-view parce que c'était prévisible. Une fin qui n'est pas prévisible, c'est une bonne fin de pay-per-view parce qu'on ne s'y attend pas tout simplement. Enfin après c'est mon avis, tout le monde n'a peut-être pas cette vision-là, mais voilà, moi c'est ma vision. Après vous avez parlé de ce qui est du kayfabe et ce qui n'est pas le kayfabe, donc en termes de prévisibilité c'est une bonne chose d'en parler, mais on peut aussi parler en général, même si on oublie le kayfabe parfois, on peut parler des matchs qui sont parfois très difficiles à pronostiquer. Je pense à AJ Styles Cena. Il n'y a pas d'histoire de kayfabe derrière. Enfin voilà, contrairement à Lesnar Orton où on savait pas si c'était du kayfabe ou pas. Styles Cena, on sait très bien que c'est du kayfabe et pourtant AJ Styles a remporté clean la rivalité. Et là aussi, c'est très surprenant et c'était pas hyper prévisible quoi. Même si moi personnellement j'avais pronostiqué Styles vainqueur, on sait tous que Cena qui perd clean c'est très difficile et enfin voilà, quand on pronostique Styles, on a toujours un petit doute, on n'est pas sûr à 100%.
Et il y a d'autres matchs comme ça. Enfin, je pourrais en Baylor citer Hollins d'autres. aussi. Il y a Kevin Owens également qui a remporté le titre universel lors du dernier épisode de Raw. Enfin voilà, c'était pas ultra prévisible. Très peu de personnes étaient confiants sur ce pronostic et beaucoup pensaient à Reigns ou Rollins, comme l'a dit Léo. Donc, certes, il y a cette histoire de kayfabe où on sait pas en fait, on sait pas si ça en fait partie ou pas. Et là, c'est vraiment le top du top en matière de prévisibilité parce que là, c'est pas du tout prévisible parce qu'on s'interroge encore si ça fait partie du scénario ou pas. Et il y a des matchs où on sait que c'est scénarisé, mais on est quand même surpris. Ce n'est pas prévisible et c'est aussi ça, la joie de la WWE. Moi, c'est ce que j'aime bien. Et donc, en ce moment même, pour répondre à la question du débat, je dirais que oui, on a eu quelques événements ces derniers mois qui nous disent que la WWE devient de moins en moins prévisible. Mais après, il faut pas non plus faire de ces quelques derniers mois une généralité. Les mois qui ont précédé, enfin, je pense à 2015, 2014, j'ai pas d'événements marquants comme ça qui m'ont surpris. On peut penser à la streak de l'Undertaker qui là, enfin voilà, en termes de prévisibilité, on peut pas faire pire quoi. C'était très marquant, très choquant. Mais après cela, il n'y a pas vraiment de très grands événements. Peut-être que là, comme vous l'avez dit, la nouvelle ère va déclencher cette prévisibilité qui sera de moins en moins présente, je l'espère. Pour prendre un autre exemple, du côté de SmackDown, là pour les titres par équipe, c'est un simple exemple, hein. Je vois très bien les American Alpha remporter les titres. Pour moi, ça me paraît très prévisible. Après, ils peuvent me prouver le contraire. Ils peuvent me dire, bah Axel, tu te trompes complètement, tu verras, on te prépare autre chose de complètement différent, quelque chose qui n'est pas prévisible. Mais par exemple, si les American Alpha remportaient les titres par équipe à SmackDown, je pense qu'on est tous d'accord ici pour le dire, c'est ultra prévisible. C'est les favoris numéro un. S'ils remportent les titres à Backlash, personnellement, je serais pas surpris. Par contre, si on a, je sais plus qu'il y a, par exemple, si les Eyebrows remportent les titres à Backlash, eh ben, je serais très content parce que c'est une énorme surprise. Et pour moi, la surprise dans le catch, c'est ce qui fait bah, ce qu'il y a de bon dans le catch, quoi. Quand on est surpris, on apprécie deux fois plus. C'est mon avis. Donc pour moi, en ce moment même, ces derniers mois, la W est de moins en moins prévisible, mais il faut pas en faire une généralité, il faut attendre de voir encore les prochains mois. Voilà. Eh bien, je partage exactement ton avis. Je voudrais juste revenir par contre sur tout ce qui est imprévisible. C'est vrai que ça s'est fait assez rare et aujourd'hui, quand ça arrive, on est là, on sait plus trop comment réagir parce qu'on a tellement été habitué au kayfabe, même limite des fois au kayfabe décevant. Genre, on Mm. attend justement à ce que, par exemple, il y a quelques mois encore, un Roman Reigns qui n'irait pas dans le main event et au final on voulait Daniel Bryan et ils nous mettent Roman Reigns. Et c'est décevant parce qu'on s'attendait à ce que ce soit Roman Reigns. Et ils auraient pu nous surprendre avec Daniel Bryan. Et on espérait, mais au final, non. Et je pense que justement, le fait que on nous surprenne de plus en plus, que ce soit avec Finn Balor, son premier match à Raw, qu'il gagne, et en plus face à Roman Reigns pour aller à SummerSlam, déjà première grosse surprise. On était là, on avait des doutes, notamment face à Roman Reigns. Ensuite, Finn Balor qui remporte le titre, bonne surprise. Sacha Banks qui remporte le titre, bonne surprise. Ils ont pas mal enchaîné les bonnes surprises. Et ensuite, il y a tout simplement les surprises normales, comme tu les as évoquées avec le main event de SummerSlam. Et c'est honnêtement, si vous regardez le catch, qu'il y a une surprise bonne ou mauvaise, et que vous êtes déçu, genre, oh non, ça s'est pas passé comme je le pensais, bah, arrêtez le catch. Enfin, je comprends pas bien pourquoi vous regardez dans ce cas-là si vous aimez pas être surpris. Ou Le alors faut catch est postuler censé être Booker. scénarisé. Voilà. Mais, mais le catch est censé être scénarisé et quand tu connais le catch depuis très longtemps, quand tu commences à connaître les rouages et que tu sais, ok, ils veulent suicide dans le main event, il a un match pour le titre, il va gagner. Si t'es surpris, c'est que c'est très 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 bon signe. Et notamment, je peux pas m'empêcher de penser à la rivalité Matardi contre Edge en 2005, je crois, où je pense que vous connaissez à peu près tous cette rivalité avec Lita, etc. Mais à ce moment-là, en fait, quasiment tout le monde connaissait le kayfabe. Il restait encore quelques marques, mais la grande majorité connaissait le kayfabe. Et il y avait les premiers vraiment pros, les vrais smarts qui commençaient à arriver, enfin qui étaient là déjà depuis quelques années, bref. Et du coup, le fait d'avoir une rivalité aussi personnelle que celle de Edge et Matt, beaucoup étaient là et se demandaient est-ce que c'est kayfabe, est-ce que c'est scénarisé ou est-ce que c'est réel, genre
Matt Hardy qui l'attaque par derrière en backstage et qui se fait virer par la sécurité. Matt Hardy qui revient pour l'attaquer dans le ring pendant qu'il a un match. C'était très surprenant et beaucoup ne savaient pas si c'était un scénario ou pas. Et ces dernières années, ça a énormément manqué. Et même si il y a certaines bonnes surprises, telles que Daniel Bryan qui remporte à WrestleMania, ou l'exemple de WrestleMania 30 toujours, l'Undertaker qui perd la streak, ce genre de truc c'est fait très très rare. Il faut aussi différencier surprise et comment dire, et Mécontentement, non? scénario. Comment? Non, j'ai pas compris ce que tu voulu dire. Désolé. Non, mais il faut aussi différencier les surprises comme, ok, ils ont booké Dean Ambrose vainqueur au lieu de Roman Reigns, putain, c'est bon. Et aussi les surprises comme, ah ouais, ça s'est pas fini, genre, ça s'est fini avec Orton en bain de sang. Et pour moi, c'est quelque chose qui est très bon, très rare dans le catch, et à chaque fois qu'on le voit, c'est de plus en plus plaisant. Et j'aimerais aussi rebondir et vous poser la question, c'est avec des shoots comme celui de The Miz à SmackDown il y a pour vous maintenant 2 semaines, est-ce que vous pensez que un joueur de WWE pourrait suffisamment brouiller les lignes entre scénario et réalité pour avoir des doutes sur le kayfabe? Bah, le fait déjà. Donc. Ouais, Mais je vois ce genre que Ouais, j'allais toutes les dire. semaines, toutes les semaines, je veux dire, genre vraiment quasiment à chaque fois. Bah, Après, ce est-ce qu'au serait bout mieux d'un pour. moment on commencera à s'en douter? après, ça va devenir l'attitude des rats, quoi. Faut pas, ouais, faut pas en faire trop non plus. Là, vu comment c'était, ça reste. Pareil, ils aiment bien jouer avec les news aussi, les news comme Ouais. le Oui. avec Triple H, soit disant que Triple H, Roman Reigns et Rollins étaient au courant, mais ils aiment bien jouer avec les news. Parfois elles sont vraies, parfois elles sont fausses, et je trouve que c'est une bonne idée pour vraiment semer le doute, quoi. Et jouer sur le kayfabe du coup. Oui. Ouais, parce que là, on a l'exemple Ouais, oui, parfait, faut hein, dire que. juste rapidement, le Talking Smack avec The Miz. Aussitôt, qu'est-ce qu'on a eu comme news? Oh, Daniel Bryan contre The Miz! Un dernier match pour Bryan! Voilà. Donc ça relance les news. Ça fait parler, c'est bien. Mm. Et sinon, est-ce que vous, enfin, on n'a pas vraiment pas parlé de The Miz et son interview shoot à SmackDown cette semaine, mais est-ce que vous aimeriez voir justement plus d'interview shoot comme ça où les catcheurs pensent réellement ce qu'ils veulent, enfin disent réellement ce qu'ils pensent plutôt. Alors il y a déjà le podcast de Steve Austin et malheureusement ce qui s'est passé avec Ambrose est resté très controversé et non, je pense que déjà la WWE ne le permettrait pas. D'ailleurs Steve Austin a été suspendu quelque temps, il est revenu et Jericho avait repris, mais c'était à cause de ça. Hein. Voilà, et il faut savoir que c'est risqué. Hein, quand t'es dans un truc comme la WWE, c'est très risqué de dire ce que tu penses. Ambrose, d'ailleurs Ambrose, il est rien arrivé d'ailleurs, je crois, Bah non, mais justement, c'était c'est. limite. Non, non, justement, il a Ouais, rien eu. Non. Donc il a rien payé mais pour l'instant. c'était très limite ce qu'il disait. J'étais vraiment surpris parfois, mais il faut vraiment faire gaffe et je pense pas qu'elle autorisera à faire des trucs comme ça. Et ce qui s'est passé avec le Miz contre Daniel Bryan, c'était tout écrit, quoi. Forcément, il y a des gens qui se sont posé la question, mais non, c'était scripté. Sinon, Daniel Bryan l'aurait clashé en retour. Et apparemment, non. Apparemment, tout n'était pas scripté. Après, c'est des rumeurs, encore une fois. Mais il y a une Ouais, mais partie qui est scriptée. ça, Et Là. tout le reste, apparemment, c'est The Miz qui a improvisé. Hein. Ouais, la promo n'a pas été scriptée mot pour mot, je pense, mais elle était prévue. Le Oui. clash entre les deux était prévu, quoi. le Miz, la fameuse phrase du Miz qui dit que c'est grâce à moi si t'en étais là, c'était vraiment très scripté, quoi. Ouais, les grosses phrases, tu vois. Mais je préfère qu'une superstar, genre, ait un scénario de base qu'il doit dire et que dans le feu de l'action, il improvise des choses. Je trouve que c'est intéressant. Hein. Parce que ça ajoute mais du coup, entre guillemets, de la réalité. Enfin, c'est pas vraiment le mot, mais voilà. Tu dis, tu le sens, genre le mec, on dirait qu'il pense vraiment, tu vois. Donc je trouve que c'est une bonne chose, moi, quand les catcheurs ajoutent des phrases pour mieux argumenter leurs propos ou quoi. Je trouve que au final, c'est une bonne chose. Donc ouais. Et puis Ouais, nous, ouais. on en est à se demander est-ce que c'est du kayfabe ou pas. Du coup, c'est une très bonne chose parce Oui. que ça nous sème le doute. Ouais, du coup, on se dit, ouais, le travail est bien fait. Parce que si on regarde pas, en soi, c'est qu'on le sait. Donc, c'est entre guillemets, c'est mal joué. Enfin, c'est un peu méchant, c'est un peu dur ce que je dis, mais ouais, je Et, trouve et que. aussi, Ouais, ouais. aussi Non, vas-y. Axel a commencé à en parler tout à l'heure avec Owens et qui a remporté le titre, avec les gens qui disaient que personne n'était au courant, Triple H y arrivait par surprise, Steph n'était pas au courant, et la très belle imitation de Stephanie McMahon par lui d'ailleurs, bravo. C'était Quelle magnifique. imitation!
t'as commencé à imiter Stéphanie en mode qu'est-ce que tu fais là? Mais Ah oui, oui. Ah non, mais lui, magnifique. les imitations, de toute façon, c'est sa passion, imiter les stars, lui. Oui. Et du coup, justement, est-ce que vous pensez que c'était vraiment pas prévu que Owens n'était pas au courant, que Vince n'était pas au courant, que Steph n'était pas au courant, et que ça s'est réellement fait entre ces trois-là, Triple H, Reigns et Seth? Moi, je veux bien commencer si personne commence. Pour commencer, Vince McMahon, pourquoi je n'y crois pas une seule seconde? Enfin, Vince McMahon, quand même, ça m'étonnerait qu'il ait laissé quelqu'un, enfin, même s'il n'est pas au courant, il l'aurait pas très bien pris, je pense, hein, qu'on modifie sans lui dire les modifications à chaud, comme ça, à la dernière minute. Il l'aurait très mal pris, je pense, on en a entendu parler. Et je pense pas que Triple H aurait osé prendre autant de pouvoir parce que c'est pas non plus une petite décision de booking qui passe inaperçue quoi. C'est quand même offrir le titre universel à un jeune qui vient de la NXT dernièrement. On sait que Vince McMahon n'est pas trop après ces jeunes, hein, il n'est pas très très fan on va dire. Il préfère les bonnes vieilles stars sur qui il peut faire confiance et sur qui il sait qu'il peut compter. Ça m'étonnerait que Triple H ait pris ce risque, qu'il ait osé faire ça, malgré son ego. Voilà, donc j'y crois un peu pour Vince McMahon déjà. Ensuite, pour Kevin Owens, quand même, que le vainqueur du match ne sache pas ce qu'il est à faire. Enfin, je veux dire, à la fin du match, quand Triple H attaque, Kevin Owens, il sait pas, il est surpris, ok. Triple H lui dit de faire le tomber. Kevin Owens, il doit se dire dans sa tête, mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je dois vraiment le faire ou quoi? Ça m'étonnerait que Triple H le laisse vraiment dans l'incertitude comme ça de... Enfin, Kevin Owens ne sait vraiment pas quoi faire, quoi. Enfin, moi, je me mettrais à sa place. Je me dis, il me dit de le faire, mais est-ce que je dois vraiment le faire? Est-ce que je dois... Voilà, je serais paumé à sa place. C'est vrai que Kevin Owens aussi a eu une réaction, enfin il a été très Ouais. surpris. Et ça, c'est l'argument majeur qui est utilisé pour dire que Kevin Owens n'était pas au C'est un courant. jeu d'acteur. Voilà, c'est Oui. ce que j'allais dire. Kevin Owens est très réputé pour ça aussi. Il a un énorme acting et là, il a très bien pu en jouer. Donc, moi j'ai vraiment du mal à y croire. Stéphanie et Mick Foley aussi, ils peuvent très bien être de très bons acteurs aussi. Les catcheurs, enfin, j'aime pas trop dire ça, mais sont avant tout des acteurs hein, parce qu'ils sont là pour vendre aussi Hmm. et c'est du scénario donc ils doivent jouer un petit peu également. Donc c'est un peu leur métier quoi. Donc si c'est bien fait, tant mieux aussi. Encore une fois, si vous pensez que ça fait partie et que ça ne fait pas partie du kayfabe, tant mieux. Mais moi j'ai des doutes, franchement. Euh, Ce serait quand même. Tu peux pas. Vince. Là, Triple H serait pas. Il serait pas. Ce serait con aussi de faire ça dans le dos de Vince, quoi. C'est même limite impossible, quoi. Tu peux pas être aussi con de faire un truc parce qu'il sait que c'est très risqué s'il ferait ça dans son dos. Donc, Surtout quand on connaît les problèmes qu'il y a entre Triple H et Vince McMahon dans Oui, la en vie plus, réelle. ouais. voilà. Donc, moi, C'est vraiment. c'est sûr que c'est scripté, quoi. Enfin, après, libre de penser ce que vous voulez, quoi. Mais. C'est vrai que ce serait vraiment très 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 bizarre. Et puis, les catcheurs sont des acteurs avant tout, c'est ce qu'il faut savoir. Et moi je dirais Ouais. même pas que c'est Et scripté, je dirais que c'est très très bien scripté. Franchement, le oui, scénario est magnifique Oui, quoi. c'est très bien scripté, oui. qui s'y Ah oui, attendait honnêtement, hein, genre vraiment quoi. Et personne. non, Oh, par il y a contre, des gens sur Twitter qui euh, le diront. oui, Oh, voilà. c'était Mais prévisible. pour rester Pardon. dans, dans tout ce qui est shoot, moi personnellement, je rêve d'une interview. Enfin, je rêve que lundi, je rêve d'une banque, non pas seulement. Je pensais Euh, exactement ça. Oh, Ouais, moi aussi, j'ai pensé. J'avais J'hésitais à peur le que dire, quelqu'un mais la ouais, non. sorte. J'avais peur que quelqu'un la sorte, du coup j'ai préféré la sortir. That's what she said. What? Non, mais du coup, à lundi, genre Triple H qui arrive pour faire des explications et je sais pas pourquoi, mais je prie pour un shoot de Triple H en mode je suis ici pour protéger mes stars d'NXT, les stars que j'ai créées moi-même à la NXT, que ce soit Owens, même que ce soit pas des heels, des Zayn, des Neville, des stars que moi j'ai mis énormément de temps à créer à la NXT et qu'on est en train de laisser pourrir à WWE. Ah. Et personnellement, je rêve d'un shoot comme ça Mais c'est pas C'est Triple pas possible. trop H. cohérent parce qu'ils viennent tous de l'NXT dans le match là, hein. Et il a fracassé Non mais Rollins, Reigns. c'est pas la NXT que lui a fait. Rollins, Reigns et Ambrose, donc The Shield, venaient de la avant que Triple H arrivait, je crois. Et est Ouais, mais arrivé. ça reste la NXT C'était quoi. encore quand Ça, c'était très WWE. Ça Oui, serait non et même très mais flou de jouer avec ça, hein, ça je sortirait pense. du kayfabe. De toute façon, parce que
en soi, le vrai general manager, c'est Triple H, enfin le vrai boss de NXT. Ouais. Mais dans les shows, c'est William Regal. Oui, mais Triple Donc, H se montre très très souvent à NXT. oui, c'est vrai, c'est Très- vrai. Avec Mais, Shawn ima- Michaels aussi, il y a pas mais longtemps. moi, je pense, genre, aux fans, on va dire lambda, enfin, pas les vrais smart, ils vont être brouillés, ils vont se dire, mais non, c'est William Regal. Enfin, tu vois, ça, je Et veux ils dire, sont genre. brouillés de toute façon. Ils sont brouillés de toute façon, que ce soit dans kayfabe ou pas. C'est le but justement. C'est le but de ce débat, c'est de dire que c'est de moins en moins prévisible, que ce soit pour les smarts qui peuvent être embrouillés, ou pour pour les marques qui peuvent être embrouillées, ou les smarts qui peuvent juste ne pas comprendre ce qui se passe, ne pas faire la différence. Et pour moi, un truc comme ça pourrait notamment de une faire de la pub à NXT et en plus rajouter encore cette dose de shoot, de réalité dans le scénario et faire quelque chose de. On se rappellera en plusieurs années. Et on se retrouve pour le top 5 de la semaine qui porte sur les heel turns les plus marquants, nos heel turns favoris. Et on commence directement par le numéro 5 de Léo. À la cinquième place, j'ai mis la trahison de Batista sur Rey Mysterio à Breaking Away 2009. Alors là, c'est vraiment parce que j'adore. Enfin, je trouve ça juste. En fait, c'est pas que j'adore. En fait, à l'époque, j'étais un gros marque et limite, ça m'a choqué. C'est limite si j'avais pleuré, quoi. Quand j'ai vu ça, j'ai fait non, c'est pas possible, Rey Mysterio. Enfin voilà, un pur marque, quoi. Donc voilà, je mets ça à la cinquième place juste parce que ça m'a simplement marqué. Bon, cinquième place aussi, Louis. Alors, pourquoi je rigole? Parce que alors déjà mon top 5 reste quand même pur subjectif. Parce que vu le numéro 5 que j'ai mis, alors moi j'ai mis le heel turn de Christian en 2011. Et c'est Qui bon, s'en ok. souvient? Bah justement, moi mon but c'est de vous rappeler les trucs qu'on se souvient plus, voilà. One Et more match. One more match. ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, moi ça m'a pas marqué plus que ça, hein, je dis pas, mais voilà, c'était Hill qui était assez marrant de le voir en Hill parce qu'on avait vraiment pas l'habitude de voir Christian en Hill, même si c'était pas vraiment fameux, mais bon, voilà, j'ai bien aimé Ouais, il a top fait un bon 5. heal. Il avait fait quand même un bon run en heal. Hein. Ouais, il Je était vais pas bien. mauvais. Et du coup, numéro 5 aussi, Axel. Alors moi, à la cinquième place, j'ai mis le 48e heel turn du Big Show, qui est très mémorable. Non, par contre, je C'est tiens... celui qui Il est pleure. drôle, il est rigolo, hein. Ah, très drôle. Je tiens à préciser 48ème, que... c'est celui qui pleure, non? C'est lequel, t'as dit? Oula. C'est celui qui pleure. Ah bah celui-là, c'est le plus beau. C'est le plus beau Face du à Big Show. Stéphanie. Non mais celui-là aurait pu être dans le top 5, hein, franchement, parce que Je... Big Show, avec tout ce qu'il a fait, il mériterait d'avoir une place. Franchement, on en rigole, mais... Enfin voilà, il mérite peut-être même la première. Voilà. Non. Non. Non, moi j'ai mis, je précise juste avant mon top 5 que j'ai mis que des rivalités que je connais vraiment bien. Donc peut-être que ça va vous paraître ridicule, mais nos classements sont vraiment subjectifs. Et donc c'est vraiment des rivalités qu'on a connues, qu'on connaît, et où on connaît vraiment bien le heel turn, quoi. Vas-y. Alors moi à la cinquième place, j'ai mis la rivalité, enfin le heel turn de Matt Hardy sur Jeff Hardy au Royal Rumble 2009. C'est quelque chose que j'ai vécu en direct. Enfin, j'ai regardé ce pay-per-view en direct et vraiment, à aucun moment j'aurais cru que Matt Hardy allait vraiment faire ce heel turn sur Jeff Hardy. Pour rappeler rapidement le scénario, on a Matt Hardy qui vient avec une chaise pour aider son frère et à la surprise générale, il ne frappe pas Edge avec, mais Jeff Hardy. Et qui aurait cru à ce heel turn à ce moment-là? C'était vraiment très très surprenant, même si certains le considèrent comme un heel turn basique et pas un qu'on le retient vraiment dans l'histoire. Et ben pour moi si, parce que dans ma jeune carrière entre guillemets de fan de catch, c'est celui qui, enfin il fait partie de celui qui m'a marqué le plus. D'accord. Personnellement, en numéro 5, j'ai mis un Hilton que j'ai particulièrement apprécié. C'est pas seulement mon fanboy d'NXT qui parle. Et oui, parce que j'ai pris un truc NXT, j'ai pris Kevin Owens qui a fait son heel Ah. turn le premier soir de sa première arrivée à NXT. Juste tellement marquant avec Sami Zayn, la rivalité que Sami Zayn avait eu pour le titre qui était juste de base tellement énorme. L'ultime underdog qui à chaque fois passe à deux doigts de remporter la victoire. Et enfin, quand il gagne le titre, il baisse un petit peu la garde
il fait confiance à son meilleur ami, et là son meilleur ami qui vient tout juste d'arriver pète un câble et, et l'éclate, le blesse et derrière lui prend son titre. C'est juste une rivalité tellement bonne et ce lutteur était juste tellement inattendu que je l'ai mis en numéro 5 parce qu'il m'avait vraiment marqué. En numéro 4 donc Louis. Léo, Léo. pardon. Eh ben, je vais te suivre, Guillaume. À la 4ème place, j'ai mis le hater de Kevin Owens sur Sami Zayn. Du coup, à NXT TakeOver Revolution. Ouais, bah, du coup, j'ai pas grand chose à dire. C'est exactement le même soir. Tout était parfait là. C'était à la fois c'était inattendu et en même temps on se disait, on savait un petit peu à un moment, on se disait, ah, ils ont eu une grande rivalité dans le circuit indépendant. C'était obligé qu'un jour ou l'autre ils allaient avoir la même rivalité à NXT, mais d'aussitôt non, c'était assez choquant. Donc voilà, je le mets à 4ème place. Pour ma 4ème place, j'ai mis celui de Seth Rollins contre The Shield parce que voilà, rien à dire. Et puis c'était vraiment le passage dans un nouveau format, 3 nouvelles futures superstars qui vont vraiment marquer cette ère en quelque sorte. Donc oui, ce turn reste très important et très marquant aussi de voir le Shield en terminer ainsi. D'accord. Axel. À la 4ème place, on va encore dire que je suis mon fanboy avec Shawn Michaels, mais bon, parce qu'il va être beaucoup présent dans mon classement, je spoil un petit peu. Mais bon, c'est encore une fois c'est subjectif. J'ai mis le turn de... c'est pas le turn de Shawn Michaels, en fait, c'est le turn de Jericho sur Shawn Michaels en 2008, où Shawn Michaels se fait littéralement exploser la face dans le Jerrytron de Chris Jericho alors qu'il était interviewé dans le Highlight Reel. Ça tourne notamment autour de la rivalité, de l'histoire entre Ric Flair et Shawn Michaels, Chris Jericho qui trouvait que Shawn Michaels ne méritait pas forcément de mettre un terme à la carrière de Ric Flair. Enfin bref, c'est toute une histoire comme ça qui a terminé en rivalité, une très bonne rivalité. Et ce heel turn était à la fois très surprenant et très violent puisque on se rappelle de l'œil et de la figure défigurée. La figure défigurée, ouais, je suis très doué de Shawn Michaels avec son œil au beurre noir. Et bah, je te déteste une fois de plus. Non, c'est pas Je vous jure, possible. je vous jure, la semaine prochaine, je fais commencer en premier, je m'en fous. En numéro 4, j'ai mis Chris Jericho avec son Hilton en 2008 avec Shawn Michaels. J'en ai marre, à chaque fois, tu les piques, Axel. C'est atroce. Mais voilà, pour tout ce qu'il a dit, ça a été aussi le début d'une des meilleures, voire la meilleure rivalité de 2008. Et une des premières rivalités qui m'a fait absolument adorer Shawn Michaels et détester Chris Jericho. Et pour la série de matchs qu'ils ont eu, que ce soit pour le premier pay-per-view que j'ai regardé de toute ma vie, Great American Bash 2008, où ça avait fini en bain de sang. Et pour No Mercy, où ils avaient fait un light match absolument excellent. Personnellement, ça a été le déclencheur de tout ça et c'est resté marqué dans ma mémoire comme un des meilleurs Hilton que j'ai vu. Vas-y, enchaîne Léo, numéro 3. À la 3ème place, j'ai mis le hater de CM Punk sur The Rock à Raw épisode 1000. Bizarrement, j'ai pas grand chose à dire. Voilà, je pense que Guillaume a pris la même chose. Si je peux entendre Guillaume. Bref. Bizarrement, j'ai pas grand chose à dire. Je trouve ça juste excellent. C'est le temps genre CM Punk qui éclate la face du Rock pour au final savoir quoi, le match qu'on a eu Royal Rumble, qui a mis fin au règne derrière CM Punk. Bref. C'était juste excellent. Pour l'instant, excellent. Louis. Moi, j'ai mis le turn de Triple H contre Daniel Bryan lors du SummerSlam 2013. Pas plus marquant que ça, mais ouais, ça m'a surpris, mais sans plus. Mais j'ai bien aimé. Axel. Alors moi, la 3ème place, j'ai décidé de mettre quelque chose que je n'ai pas vécu en direct, évidemment, mais quelque chose qui a grandement marqué l'histoire. C'est un des heel turns les plus connus, je pense, donc je devais le mettre, même si je connais pas toute l'histoire autour de ce heel turn. Et enfin voilà, il y a beaucoup trop de choses à savoir. J'ai mis le heel turn de Hulk Hogan, donc c'est quand il a rejoint la NWO, donc c'est quand même quelque chose de très marquant parce que Hulk Hogan, faut le savoir, était quand même à l'époque le pur face par excellence. C'était le John Cena de maintenant, quoi. C'était qu'on ne voyait pas tourner heel. Enfin, je pense à l'époque que c'était inimaginable, quoi.
Et donc, ce Hulk Hogan qui rejoint la NWO, donc je me suis renseigné un petit peu, hein, c'était à Bash at the Beach 96. Donc on a Hulk Hogan qui intervient durant le pay-per-view et qui, enfin les fans présents dans l'arène pensaient vraiment que, c'était pas surprenant de voir Hogan, mais ils pensaient qu'il allait attaquer Hall et Nash qui avait un match par équipe ce soir-là. Et au final il attaque Savage, Savage qui était donc le face de l'époque. Et donc Hogan qui rejoint juste après ce pay-per-view la NWO, un des clans les plus controversés de l'histoire et les plus illégalement, hein. Donc c'est très très surprenant. Donc je pense qu'il devait d'être sur le podium. On va vraiment piquer tous les tops. J'ai le même que Léo. C'est CM Punk en 2012 sur The Rock. CM Punk avait fait un énorme run en tant que champion, un des plus longs champions de l'histoire moderne de la WWE avec 434 jours. Et le heel turn, alors qu'il était genre il devait être à 200 et quelques ou à 300, et c'était vraiment inattendu. Il a été tourné sur The Rock pour mettre en place la rivalité qu'il avait au Royal Rumble. Et notamment, c'est un heel turn qui m'avait énormément surpris parce que c'était un de mes face préférés à l'époque, et c'était un face vraiment apprécié des fans. Et puis aussi, son, son heel turn était compréhensible parce que le mec était en train d'avoir un putain de run en tant que champion, et d'un coup on arrive, on fait ah, au fait mec, tu vois The Rock, le mec qui fait un match tous les 2 ans, et bah tu l'affrontes au Royal Rumble gratuitement. Donc on peut comprendre que CM Punk avait un peu la rage, surtout backstage, sachant qu'il allait probablement drop le titre pour la rivalité avec The Rock Cena. Donc c'était réellement un heel turn qui était compréhensible pour le best in the world. Numéro 2 avec Léo. Oui, donc moi du coup je pense que d'Axel. Hulk Hogan à Bash at the Beach 96 qui intervient, le top face de la compagnie, limite le John Cena de l'époque, si c'est d'ailleurs le John Cena de l'époque, et qui te fait un heel turn et qui joue le New World Order. Alors là, évidemment je l'ai pas connu, je pense que vous en doutez, mais sur le moment je pense que les fans ont dû être choqués pour toute leur vie. J'aurais été à leur place, j'aurais été tellement choqué quoi. Mais limite j'aurais pu le mettre en première place, mais la première place est juste purement subjectif et je l'ai connu, je l'ai vécu, donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis en première place. Mais j'aurais pu le mettre en première place, mais finalement je le mets en deuxième place. Mais franchement, je pense un des plus grands étudiants de l'histoire. Louis enchaîne. Moi, j'ai mis Jeff Hardy contre Matt Hardy, rivalité qui m'a marqué, Royal Rumble pareil. Et moi, c'était pareil, je l'avais vu en live. C'était d'ailleurs un des premiers pay que j'avais vu en live. Et ça m'a toujours très surpris. C'est vrai que le coup de chaise m'a vraiment surpris, choqué, déçu. Comprendra qui pourra. Mais voilà, sans non plus très bonne rivalité ensuite, mais c'est vrai que le heel turn était juste très bien trouvé et au bon moment. Vas-y. Alors, Ok. à la deuxième place, ce top 2 aurait pu être mon top 1, mais rien que pour embêter Louis, je l'ai mis à la deuxième place. C'est Triple H et Shawn Michaels en 2002. Donc, évidemment, le heel turn de Triple H. Du coup, la réunion de DX qui était planifiée, tout le monde était content. Ah, DX de retour, c'est tellement cool, DX, c'est trop fun et tout et tout et tout. Et ben non, voilà, fin, j'ai tout résumé. Et du coup, c'est énorme quoi. Enfin, moi, j'ai pas vécu cette période-là à l'époque, mais enfin, j'aurais été énormément choqué quoi. On m'annonce le retour de DX, j'aurais été trop content. Et donc là, je me serais attendu à un speech de ouf avec les deux et tout et tout. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Mais après, la trahison, quoi, on la sent tellement pas venir. Un soir de réunion comme ça. Enfin bref. Du coup, ça devait être extrêmement choquant. Et pour avoir suivi la rivalité qui va suivre, c'est une des plus grandes rivalités de l'histoire, une des plus grandes rivalités de l'été. Si vous avez entendu le podcast numéro 15 avec notre invité Christophe Ajus. Enfin bref, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Il mérite cette deuxième place. Bon, bah, une fois de plus, je me suis fait piquer mon numéro 2, donc sans attendre, Hulk Hogan qui fait ce heel turn juste historique. Un des heel turns les moins attendus de l'histoire. Imaginez juste John Cena à l'époque, sauf que vous croyez tous que le catch,
c'est vrai. Et vous voyez John Cena faire un heel turn et juste vous êtes choqués en fait. C'est le mec qu'on pensait le moins probable à faire un heel turn qui révolutionne le business et qui devient méchant en trahissant un ancien ami. C'est juste incroyable et c'est sans ce heel turn là, je pense que la WCW n'aurait pas été une telle menace pour la WWE et qu'on n'aurait probablement pas eu l'attitude era et que beaucoup de choses auraient été différentes. Et même pour les Putain. Smart, hein, ça aurait été choquant. Oui, même pour les smart, oui, mais à l'époque, le business était beaucoup moins affiché comme étant fake. Vous auriez pu quand même en parler avant de tourner le podcast quand même. Pendant que je faisais mon top 5, je l'ai carrément zappé celui-là. Oh, ok. Ah, désolé. Quelle Non, honte, quelle honte. on me pique suffisamment mes tops. Ouais, mais du coup, j'ai mis un Christian qui devait pas Peut-être être que le là. prochain aussi, on sait pas. Hein. Ah, gna, 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 bon, ouais. Non, je pense pas. quand Vas-y, même. Léo, continue. Ton numéro Et 1. du coup, à la première place, j'ai mis Seth Rollins qui trahit le Shield au Raw du 2 juin 2014. J'ai carrément la date pour vous dire à quel point. Tout simplement, la trahison parfaite. Rollins, what the fuck, qu'est-ce qui se passe, plan B, oh là là, c'est de ouf. Donc, voilà, c'était juste parfait. Je trouve qu'un peu le Shield commençait à vraiment être épuisé, genre c'était à la fin. Que faire? Tu fais un plan B comme il a dit Triple H d'ailleurs. Il y en a un qui s'en va, qui trahit les autres. Et ben voilà, c'est carré Rollins qui trahit The Shield. Magnifique, magnifique, magnifique. Et j'espère juste que Ouais. Guillaume n'aura pas le top 1. J'espère juste. Au revoir. Moi, j'ai choisi Triple H contre Shawn Michaels en 2002. Et bah oui, trahison, DX, des matchs incroyables à couper le souffle derrière. Bref, une rivalité magnifique, mais Axel a déjà tout dit. Justement, Axel. Euh, Prépare-toi au pire, Guillaume. Non, je rigole. Je pense que je te l'ai pas piqué. Parce que là, je vais encore être très subjectif puisque ça va être encore du Shawn Michaels. Voilà, désolé. J'ai mis Shawn Michaels et Marty Jannetty parce Ah, que c'est vraiment pour moi le heel turn qui a déclenché la carrière de Shawn Michaels. Sans aucun doute. Il s'était à l'époque il était beaucoup connu pour son équipe avec Marty Jannetty, donc les Rockers. Ils ont fait beaucoup d'équipes, ils faisaient de très bons matchs, ils avaient une très bonne alchimie ensemble, donc ça, il n'y avait aucun doute. Mais vraiment, ce fameux segment au barbershop où Shawn Michaels projette Marty Jannetty à travers la glace, enfin à travers la vitre quoi, c'était très choquant, très inattendu. Et s'en est suivi après cela une belle rivalité entre les deux. Et c'est là que la carrière en solo de Shawn Michaels a vraiment débuté. Et quand on voit le palmarès et la carrière de Shawn Michaels aujourd'hui, enfin maintenant elle est terminée, mais tout ce qu'il a fait ensuite, c'est énorme et voilà, tout simplement. bah, on va quand même piquer mon numéro 1. J'ai longuement hésité avec celui de Shawn Michaels parce que, comme tu l'as dit, c'était le début de sa carrière. Mais j'ai pris celui de Rollins avec The Shield. Ah, C'est subjectif et The Shield c'était à la période où j'adorais absolument The Shield. Il venait de sortir de deux gros matchs contre Evolution et on commençait à sentir ça commençait à tomber un petit peu et donc ce Hilton auquel je ne m'attendais vraiment pas avec Seth Rollins qui arrive et qui frappe, qui trahit Ambrose et Reigns, juste magnifique et quand on voit ce que ça donnait pour les années plus tard, c'est vraiment un des meilleurs investissements niveau Hilton que auquel je puisse me souvenir. je vous ferai remarquer quand même que j'ai pas mis Rollins dans mon top 5. Hein. J'avoue, je m'y attendais pas. Mais on m'a dit que j'avais pas le droit de l'aimer, du coup bah je l'aime pas. Hein. Je le mets pas dans mon top Oui, 5. j'avoue. Bah ouais. Je sais pas à qui tu parles, mais bref. Du coup, oui, bref, on va passer du coup à la dernière rubrique maintenant qu'on a fini avec le top 5. D'ailleurs, vous pouvez toujours nous proposer vos idées de top 5 pour la semaine prochaine pour le podcast numéro 35. Allez-y, dans les commentaires, mettez-vous vos top 5, vos idées de top 5 pour la semaine prochaine. Et Même si on a déjà un petit peu de stock, hein, on a déjà quelques top 5 de réservés pour les oui, semaines suivantes. ouais, mais c'est toujours bon Oui, d'avoir bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien d'être sûr. sûr. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Faut prévoir. Et justement, on va passer aux questions de la semaine.
Et donc cette semaine, deux questions qui nous viennent de Twitter, Facebook. Allez-y, vous pouvez nous poser vos questions chaque semaine pour le podcast. Et la première cette semaine vient d'Alex qui nous demande nos avis sur les nouvelles scènes de Raw et SmackDown, les nouveaux décors post-SummerSlam. Euh, Petite question rapide. Ou Axel a l'air passionné par ça. Non mais moi, Vas-y Axel. je pense que tout le monde sait que c'est ma passion les décors, hein. Franchement, moi je vis pour les décors. Tout le monde le sait. Enfin, la WWE sans Oui. décor, pour moi, c'est rien quoi. Non, sans déconner, enfin, moi je suis très attiré. Enfin, c'est en grande partie pour ça que je suis fan de la WWE et que j'accroche beaucoup. C'est surtout pour sa partie technique. On sent qu'il y a du budget, on sent qu'il y a beaucoup d'entertainment, comme ils disent. Le décor, il contribue énormément. Donc là, depuis plusieurs années, ils ont tout LEDisé, si on peut dire ça, même si ça se dit pas. Enfin, ils ont tout mis en LED. Et moi j'aimais bien à l'ancienne avec les petites maquettes, etc. Même en carton, etc. Mais bon, enfin en carton, je pense que c'était pas en carton, mais vous m'avez compris. Tout ce qui n'était pas numérisé encore. Et maintenant, tout est numérique, tout est à LED. Et franchement, je pense qu'il faut apprendre à évoluer. Et c'est très joli ce qu'ils nous proposent avec les LED. Ils sont sortis vraiment de cette image du Minitron basique à LED avec le grand écran géant, avec des grands, ils appellent ça des Sidetrons, donc les énormes panneaux de LED sur chaque côté. Et voilà, on a mis ça en rouge pour Raw, on a mis ça en bleu pour SmackDown. Même si j'exagère un petit peu, hein, les nouveaux décors de Raw et de SmackDown qu'il y avait avant SummerSlam étaient assez classe, hein. Il y avait quand même du changement, on arrivait à différencier les deux, donc c'était une bonne chose. On n'a pas craché dessus, donc je vais pas cracher dessus maintenant, c'est faux, c'était quand même une belle initiative qu'ils avaient fait. Mais je parle notamment d'avant ces décors-là, justement le décor de Raw et SmackDown qui était le même, qui était quand même assez simpliste. Et là, ils sont partis sur une idée totalement différente, donc j'ai apprécié déjà pour SummerSlam, qui au début je pensais que ça allait être seulement le décor de SummerSlam. Ils sont partis sur un écran en format panoramique un peu qui est assez allongé, donc ça c'est une bonne chose, ils innovent. Le Minitron avec les espèces de grosses ampoules au-dessus qui clignotent. Le sol, alors ça c'est magnifique, le sol comme à WrestleMania quoi, avec les LED et les titantrons des superstars dessus. Les poteaux numériques, alors ça fait un petit peu bling bling quand même, mais bon, ça reste quand même classe. À quand les barricades, à quand les cordes numériques, à quand le tablier du ring numérique, enfin bref, j'espère qu'ils vont Il quand même est légende, s'arrêter. Ouais, je me rappelle que quand on le l'avait regardé en tablier. live avec Axel, il nous a quand même posé la question si Barricade était en numérique. Ah non, j'ai Bravo. pas dit Si, ça. si, t'as dit oh, attends, je crois que les barricades elles sont en numérique aussi. Non mais j'aime bien qu'on m'humilie comme ça dans une émission. Non, non en vrai, c'est possible que j'ai dit ça, mais je m'en souviens pas très honnêtement. Mais ça m'étonnerait pas qu'il le Et, fasse un jour, hein. Mais en et le soi, tablier est déjà numérique. Hein. le tablier, Oui, le sol de la scène d'entrée, mais moi je parlais du tablier du ring. oui, oui, justement, il est déjà numérique. Hein. Non, toi tu parles de la jupe du ring, moi je parle du tablier, le matelas Ah, quoi. d'accord. C'est pas la même Le chose. matelas. Et Aïe, donc pour aïe, conclure, aïe. après je vous donne la parole, moi personnellement je suis très ravi de ces nouveaux décors. Une toute petite pointe de déception, c'est que bah, enfin j'ai peur en fait, enfin j'ai peur. J'ai pas vraiment peur, mais j'étais content pour le décor exclusif de SummerSlam et vu que ça devient le décor hebdomadaire de Raw et SmackDown, j'espère que pour Backlash et les autres pay-per-view qui vont suivre, nous aurons encore des décors exclusifs et que ce ne sera pas pour les pay-per-view de SmackDown le décor de SmackDown et pour les pay-per-view de Raw le décor de Raw. Voilà. Les autres, autre chose à rajouter. Bah ouais, moi aussi je suis de mon avis, ça me fait peur que pour Backlash par exemple ils nous mettent les mêmes décors quoi, c'est vraiment dommage. Hmm. Oui, d'accord. Voilà, j'ai pas vraiment grand-chose à ajouter. Ben moi je comprends, honnêtement ce que je comprends pas c'est pourquoi ils nous ont mis les décors. Je trouve ça dommage parce que déjà le décor de Raw était vraiment bien le premier. Le décor SmackDown était pareil. En plus c'était pas les mêmes, ce qui marquait beaucoup plus la brand. Et là ils nous rajoutent un décor de SummerSlam. Enfin voilà quoi. Et en plus c'est les mêmes pour les deux. Alors j'ai vraiment du mal à comprendre ce qu'ils Non, veulent c'est pas faire les avec mêmes pour ça les par deux. contre. Hein. C'est pas les mêmes, oui. C'est pas les mêmes. SmackDown n'a pas le même, n'a plus le même, enfin n'a pas le même décor que Raw. Oui, mais ça se Ouais, ouais. ressemble vraiment Non, beaucoup. Si, Raw a je gardé rejoins Louis. celui de SummerSlam avec l'énorme truc panoramique devant, comme dit Axel. Tandis que SmackDown a gardé un truc avec genre des rectangles sur les côtés et puis un écran normal. Ouais, mais justement, quand tu regardes les rectangles sur les côtés, tu vois directement qu'il y a une petite pointe de ressemblance entre les deux, quoi. Les deux sont pas exclusifs.
je trouve ça mieux que juste des bancs dans l'air en mode Arc, SummerSlam 2009 et une autre. Oh, j'aimais bien la petite étoile. Oui, non, Oh, mais tu aimais voilà. bien la petite étoile, moi. J'aimais bien. Bref, Merci, Louis. voilà. Voilà. Et la deuxième question, donc, qui nous vient de Celtic Warrior 61 sur Twitter. On entend dire que SmackDown a moins d'impact que Raw. Serait-ce à cause de Dean Ambrose, le champion? Pas du tout. Je suis désolé, je vais prendre la Vas-y. main. Pas du tout, parce que déjà Raw est dans une sacrée galère dans des domaines. Je parle du top face et tout ça où ils sont vraiment en manque. Donc Raw est encore plus en galère que SmackDown. SmackDown justement est très bien. Ambrose champion, c'est vrai que je sais plus avec qui on en avait parlé. Je crois que c'était avec Melvin, comme quoi Ambrose il n'était pas. Melvin défendait Ambrose et sinon nous on disait qu'Ambrose était plutôt invisible avec ce titre, un peu plus. Et ce qui est vrai. Mais avec AJ Styles et tout ça, ça refait un peu. Mais non, 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 Ambrose n'est pas non plus un très mauvais champion. Il reste quand même, il fait quand même, il se fait preuve. C'est vrai que le titre, par contre, le titre, on voit beaucoup moins son importance et c'est ce qui est bien parce que je vois beaucoup de monde s'en plaindre. Mais c'est bien parce que justement, voilà, ça veut dire que c'est pas le plus important, qu'il y en a un autre à Raw et c'est ce que je voulais un peu. C'est ce que beaucoup de monde voulait, ressentir un petit peu ce côté d'égalité entre les deux et différent à la fois. Et donc c'est cool, moi j'aime bien. Après, non, et puis ils font beaucoup de tournées aussi. Il y a Baron Corbin qu'on avait au main event aussi. Voilà quoi, ça fait tourner. Donc non, SmackDown est a beaucoup moins de problèmes que Raw, alors que Raw reste quand même bas. Il manque beaucoup de champions il manque beaucoup de top face. Ils ont voulu peut-être faire ça avec Rollins, on sait pas encore, sûrement. Mais il y a rien, c'est tout ça. Voilà, c'est très dur niveau top face. Et la preuve, ils sont obligés de trouver des bouches-trous pour le Fatal 4-Way, comme Cassidy. Putain, Colin Cassidy. Euh, Ça fait longtemps. Comme Big Cass. Cass. Ouais, Big Cass. Excuse-moi, c'est mon NXT qui revient. Et dans le domaine des women aussi, c'est pareil, où bah, il y a que les principales, les horsewomen, qu'on entend qu'elles, quoi. Et c'est ça le problème. Raw est un très bon show, mais il reste quand même très, très, très. C'est la crise, quoi, là-bas. Ok, On dirait ça la crie. TNA, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà, c'est vraiment la crise alors, hein. Ah, vas-y, Léo. Mais j'ai pas grand chose à ajouter. Je trouve déjà que cette question c'est assez bizarre. SmackDown a moins d'impact que Raw parce que Ambrose est champion. Ouais, si tu veux. Encore, je peux comprendre s'il y aurait qu'un titre à SmackDown, on n'est pas de titre mondial à la Raw, mais bon, vu qu'il y en a maintenant, il y a Owen champion. Voilà, bon, je vais rien dire, mais bon, je suis pas vraiment fan d'Ambrose. Après, je peux comprendre qu'il y en a qui adorent Ambrose, du coup, qui ont hâte de voir SmackDown, mais bon, maintenant, vu qu'on a un champion mondial à Raw, au final, je trouve c'est égal maintenant. Euh, Après, comme on l'a dit la dernière fois, c'est vrai que c'est, je trouve déjà que c'est pas comparable, je vais encore le dire, vu que c'est pas, les horaires sont pas C'est pareils, comme Raw est beaucoup comparer plus long tes que covers SmackDown. à WrestleMania. Qui a dit ça? Bah, tout le monde le dit. C'est pas comparable. Si tu, si tu veux. Donc voilà, notre SmackDown, je trouve que ça n'a pas moins d'impact que Raw. Faut juste voir par la suite. Là, je trouve que c'est que le début pour l'instant, donc voilà. Hâte de voir Euh, les mots prochains. non, personnellement, je peux comprendre la question euh, parce que Raw a juste plus de viewers que SmackDown et tout dans le genre, mais je pense aussi que c'est pas forcément à cause d'Ambrose. Je commence à préférer de petit à petit SmackDown par rapport à Raw, mais la question est compréhensible dans le sens où on vend toujours Raw comme le show majeur, même si beaucoup de choses ont changé, on a quand même tendance à voir Raw comme le, le A Show, le premier, le flagship. Donc je pense vraiment pas que c'est à cause d'Ambrose. Ambrose est un champion correct, c'est pas non plus un énorme champion, faut l'avouer. Mais c'est un champion qui est présent, qui a une bonne rivalité avec Dolph Ziggler, que du moins j'ai apprécié. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire avec AJ Styles. Mais non, je pense que Ambrose n'y est pour rien. Et que c'est plus à cause de la communication qu'a eu la WWE, pas seulement depuis la Brand Split, mais de ces dernières années, qu'on a plutôt ce ressenti, parce qu'on a toujours ce ressenti,
certains doivent toujours avoir ce ressenti de SmackDown comme le show B. Moi, je Des choses, vais, hein. bah, Ouais. j'ai pas parlé, je vais rejoindre Léo pour mon avis sur cette question. Je vais dire que c'est pas vraiment comparable. Parce que pour moi, on a Ambrose qui a remporté qui a conservé son titre, pardon, à Battleground. Et en fait, on n'a pas eu d'événements majeurs parce qu'en fait, Ambrose, il a eu des petites rivalités. Il a eu la rivalité avec Ziggler que moi j'ai énormément apprécié. Mais après, je pense qu'il n'y a pas que moi. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la rivalité était bonne à SmackDown. C'était une très bonne rivalité. C'est la rivalité que j'ai préférée d'ailleurs durant cette road to SummerSlam. Et du côté de Raw, pour ce qui est du titre majeur, donc le titre universel, et même les matchs qui ont précédé le premier couronnement pour ce titre, c'est clair que c'est pas comparable. Enfin, moi en tout cas, je trouve que c'est vraiment pas comparable. Parce que au lieu de se taper enfin, je dis au lieu de se taper, mais comme si c'était une corvée, mais pas du tout. Au lieu d'avoir du Dean Ambrose contre Ziggler chaque semaine, donc c'était assez répétitif, c'était une rivalité basique, quoi. C'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir, une simple rivalité entre deux lutteurs du côté de SmackDown. Et du côté de Raw, ça avait plus d'impact. Pourquoi? Parce qu'on avait des Fatal 4-Way pour se qualifier pour avoir un match de championnat à SummerSlam. On avait du Finn Balor, il y avait du Kevin Owens, du Rollins, etc. Il y avait des grands noms dans ces deux Fatal 4-Way. Ensuite, on a eu ce fameux match entre Baylor et Rollins à SummerSlam. Là, à Raw, on a eu la victoire de Kevin Owens pour couronner le, entre guillemets, premier champion universel. Enfin voilà, il y a vraiment. En fait, c'est le contexte qui fait que Raw a plus d'impact en ce moment. Mais je suis sûr que dans plusieurs semaines, dans plusieurs mois, quand Raw se sera vraiment stabilisé du point de vue des champions majeurs, etc., qu'on aura vraiment pris un rythme de show basique, quoi. C'est-à-dire une rivalité entre deux lutteurs pour un titre majeur, comme ce qu'on a à SmackDown depuis le début de la Braun Extension. Et ben on se dira que bah non, finalement les deux shows sont maintenant comparables et ce sera à peu près la même chose. Après, ça dépendra évidemment des lutteurs qui seront présents dans les rivalités de chaque côté. Mais si on a du Kevin Owens contre Rollins du côté de Raw et qu'on a du Dean Ambrose contre Ziggler, franchement, enfin moi les deux rivalités pour moi se valent et enfin voilà. C'est vraiment le contexte qui fait qu'on retient plus Raw que SmackDown du point de vue du titre majeur selon moi. Bon. Ouais, bon, on a fait le tour, je pense. Donc, conclusion, SmackDown est au même niveau ou supérieur à Raw, vous pensez? Non. Bah non, il est pas du tout inférieur. D'accord. Donc, Il- plutôt égal, quoi. Ou Ouais, vraiment, c'est deux shows totalement différents, ouais. et on peut pas les Deux comparer. choses différentes. Je pense qu'on pourrait pas dire égal, mais c'est différent. Et puis D'accord. Ambrose en est pas la cause surtout. Oui, Oui, c'est ça. ça, on est tous d'accord. Bah, du coup, je pense que ça, ça conclut notre podcast. Ça doit être, ouais, l'un des plus longs qu'on ait fait depuis très 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 longtemps. C'est bien, plus c'est long, plus c'est bon, that's what she said. Et puis, sur ce, bah, on va vous laisser. C'est suffisamment long. Un mot de la fin, les gens? Mhm. Bye bye. Oh. Le nom T'as le oublié plus de dire, trop long. t'as oublié de dire au revoir, Léo, en début de podcast. Oui, j'y pensais d'ailleurs, est-ce que je le fais? Tu t'es dit tout le monde va avoir J'ai- oublié, personne va comprendre. Oui. Ouais, j'ai dit, maintenant c'est pas encore fini. Mais oui, bah, en attendant, vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Allez-y, shameless plug. Et puis bah, n'hésitez surtout pas à commenter, liker et partager la vidéo pour nous proposer vos questions pour la semaine prochaine et surtout vos top 5. C'est toujours intéressant. Donnez-nous vos avis, donnez-nous vos top 5 aussi de vos lutteurs favoris. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour le podcast numéro 35. Même date, même. Allez, Abana. Bye. Vive le Big Show! Hey, salut!